Attends. Voilà. Bonjour à tous. Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène. Je sais que je me présente toujours de la même manière depuis 108 fois là, mais c'est une petite tradition maintenant. Et donc je rappelle que je suis en céto nutritionnel ininterrompu depuis 2013 et que je suis toujours parmi vous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'aller à la rencontre de Pierre-Yves qui va partager avec nous son expérience du régime cétogène. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Ulrich, très Comment heureux vas-tu? de... Je vais bien, je vais bien. Je pense que si Bon. j'avais pas changé d'alimentation aujourd'hui, je ne serais pas aussi bien. Alors, Certainement. déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu veux bien te présenter, alors aussi bien personnellement que professionnellement, parce que ton métier est intéressant pour comprendre toute la suite. Donc, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Donc oui, moi c'est Pierre-Yves Mochet, je suis pédicure bovin, une profession qui n'est pas forcément très connue dans le monde agricole. La particularité de mon travail, c'est que je travaille uniquement à la main, sans machine, une machine pour tenir, une cage de contention pour tenir les vaches, mais il n'y a pas de rong-pied, pas de meuleuse sur les pieds des vaches. Tout est fait à l'ancienne. Voilà. Et j'ai Donc, en 91, je me suis installé dans une ferme. 9 ans Mhm. avant, j'étais tailleur de pied. J'ai arrêté pour reprendre une ferme. J'ai divorcé. J'ai fait tout le tralala. Donc, en 2008, j'ai repris le métier sans difficulté parce que je suis connu dans le monde de la vache. Et à cette époque-là, je pesais 120 kilos. 120 kilos. Entre-temps, j'avais été videur en boîte de nuit, comme on appelle. Je mangeais toutes sortes de saloperies. Buvais du coca, mangeais des sandwichs américains, du pain, des frites, des mauvais steaks hachés. Et puis, bah, comme j'étais fatigué quand je rentrais du boulot, bah, le matin, je m'arrêtais dans une boulangerie, je prenais 2 pains au raisin, 2 pains au chocolat, j'avalais. À 9 h, il y avait le café avec des gâteaux, j'avalais. Je vidais le paquet de gâteaux. Le soir, en rentrant, j'étais fatigué, je m'endormais, donc je m'arrêtais dans une boulangerie. J'adore les tartes aux pommes, tartelettes aux pommes, tartelettes au citron, meringues, du chocolat, allez, noisettes, au riz. J'avalais ça, puis Pierre-Yves, il grossissait. Puis un jour, je suis allé en vacances du côté des buttes de je sais plus comment, du côté de Bordeaux, là, Mhm. depuis là. Puis quand je suis Mhm. arrivé en haut, le bonhomme, il soufflait dur. J'avais du mal, quoi. Je me suis dit, Pierre-Yves, il va être temps de maigrir. Puis mon médecin m'avait dit, tu sais, Pierre-Yves, il va être temps que tu commences à maigrir parce que les malades, faut maigrir avant d'être malade. J'ai dit, ok, Mhm. je retiens ça. Donc, de 2012 à 2014, j'ai fait un peu plus attention. Et je suis arrivé 2020, je pesais 105 kilos. Donc là, Mhm. je mangeais toujours un peu de sucre et beaucoup moins. Et le déclic m'a repris. Et là, je suis passé en régime cétogène après avoir lu un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, l'alimentation paléo. À un moment, il parle dedans de l'alimentation cétogène. Mhm. Et je suis du genre à aller voir, si on dit d'aller à gauche, moi je vais à droite. Donc je suis allé voir ça et ça m'intéressait beaucoup. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en mi-décembre, début janvier 2020, Mhm. l'alimentation cétogène. Je me suis débrouillé tout seul en regardant les vidéos sur YouTube. Et j'ai mangé beaucoup de brocolis, beaucoup de chou-fleur. Je mange souvent les mêmes choses, moi. De la Mhm. viande, des œufs, du poisson. Et en janvier 2023, je me suis mis à l'alimentation céto-carnivore cru. Je mange que du cru. Du jour au lendemain, je mange que du cru. Toute ma viande D'accord. est crue, du foie cru, de la cervelle crue, du cœur cru, du rognon cru, tout est cru. Le saumon, je le mange cru. Je mange des sardines à l'huile d'olive une fois par semaine sur les conseils de Boris, parce que j'ai consulté Boris 2 fois déjà. Et puis voilà. Voilà. Et aujourd'hui, je suis arrivé à 76, 77 kilos pour 1,87 m. Voilà. D'accord. Et Allez, j'étais, 1,87 m, 77 kilos. D'accord. il y Ouais. a un moment, j'étais descendu même à 70,5, 71. Je mangeais trop de légumes et pas assez de viande, quoi, pas assez de. Et Ouais. pourtant, j'ai l'impression de manger des lipides, beaucoup de lipides. Mais là, Boris, il m'a dit qu'il fallait que j'augmente ma viande, donc je suis à 130, 140, 150 grammes par jour en deux repas, De en deux protéines. repas de protéines, et je Ok. suis à 250 grammes de lipides rajoutés à côté, du Mhm. beurre, du suif et tout ça, quoi, en D'accord. deux repas. Voilà. Et j'avais essayé l'OMAD l'an Mhm. dernier, du 14 novembre, mais ça me tirait trop dessus. Comme j'ai un boulot hyper physique, je commence de bonne heure le matin, je rentre tard le soir, je voyais bien que ça n'allait pas aller, quoi. Donc, Boris m'a conseillé d'augmenter et je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Oui, bah, Voilà. le vrai problème du homemade, en fait, c'est qu'il faut être capable de manger un énorme volume de nourriture. Vraiment. Et Ouais. souvent, en particulier les femmes, moins les hommes, mais plus les femmes, on rentre dans une phase de famine. Les gens ne mangent pas assez en homemade. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir la satiété, mais quand on regarde leur macro, il y a un gros déficit, il n'y a pas ce qu'il faut. Moi, je connais des gens qui avalent 3 kilos de viande en un seul repas. Voilà.
Là, on peut, tu as un MAD, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est des gens, la grande majorité, en particulier les femmes, hein, des femmes qui sont incapables de manger plus de 400, 450 grammes de viande sur un seul repas. D'accord. Donc, si on est sur du carnivore, on est sur un régime de famine, là, ça marche pas. Ce que je fais, moi, je mange beaucoup de steak haché parce que je recherche de la viande grasse. Et puis là, quand je vais faire mes bovins, ça va être autre chose parce que je vais les faire tuer quand ils vont être bien, bien gras. Là, je fais rajouter dans les steaks hachés, je fais rajouter 40% de gras, du suif, quoi. Ils font un Ouais, bien sûr. mélange. Et puis, en plus, je mange un peu de beurre parce que j'adore le beurre. Donc, j'arrive à manger presque les 300 grammes de lipides par jour en ce moment en 2 repas. Et au niveau digestif, ça va super bien, super bien. Et puis, je sens bien, hein, j'ai la satiété complète, là, hein. Je sens bien qu'après, quand j'ai fini de manger, il est temps d'arrêter, quoi. Donc, au départ, tu commences sur un régime cétogène standard avec du chou, du brocoli, des choses comme ça. ça. Petit à petit, pour quelle raison tu décides d'arriver sur un régime carnivore? Qu'est-ce qui te fait décider ça? Parce que j'adore la viande. J'ai toujours aimé la Mmh. viande. Même D'accord. quand je mangeais toutes sortes de saloperies, la viande, j'en mangeais, mais je mettais beaucoup de, enfin, dans les repas de famille, par exemple, je finissais tous les desserts de mes petits-enfants, enfin, donc c'est bien. Et puis une question de simplicité aussi, parce que fallait faire cuire tous les jours, moi j'utilisais le machin à vapeur Marion, là, Mmh. comment ça s'appelle, machin, Une je sais cuisson plus son vapeur, nom. ouais. Marion Ouais, Caplan. ouais. Et tous les jours, il fallait s'emmerder avec ça. Moi, j'ai dit non, il est hors de question, j'ai pas que ça à faire. Je vais manger du cru. Et donc, je me suis lancé directement dans le cru, mais du jour au lendemain, hein, comme ça. Et Mmh. puis, ça se passe très bien, hein. C'est simple, hein, tu as juste besoin d'une poêle pour faire cuire parce que moi, je fais cuire le blanc d'œuf. Le jaune, je le mange Mmh. comme ça, cru. Mmh. J'ai juste besoin d'une poêle pour faire cuire le blanc d'œuf, c'est tout. Le reste, je n'ai Mmh. besoin de rien, hein. Donc, je prends ma viande dans le frigo, je la sors, je mets du sel, du beurre, et puis j'arrive, il mange tranquillement. Voilà. Donc, c'est C'est d'abord par un souci de simplicité en organisation. Tu avais pas un objectif thérapeutique en disant: «Voilà, j'ai échoué non, avec un régime omnivore avec des végétaux, je passe sur du carnivore». C'était vraiment non, par simplicité. Mmh. voilà, c'est ça. Mmh. Comme j'ai énormément de boulot, mon temps est tout le temps compté, hein. Parce que j'ai ma copine qui a des problèmes de santé graves, là. Euh, Bah, tous les jours, d'habitude, je me levais à 4h, 4h30, puis là, je me levais souvent entre 2h30 et 3h30 pour bosser. Et je rentrais le soir, il était 20h, quoi. Donc, Ouais. il y a des moments comme ça, il faut trouver un truc simple et qui n'est Oui, pas mauvais pour la santé, quoi. Parce que oui. j'aime bien, je prends mon temps pour manger, ça, j'aime bien manger de la viande, je prends mon temps. Et voilà, quoi. Donc, non, non, c'est une question de simplicité. Je mange souvent la même chose. Des steaks hachés, des steaks hachés. Ce midi, j'ai mangé un steak haché encore. Mmh. Je mange des fois des entrecôtes. Et puis voilà, quoi. Puis moi, ça me fait rien de manger toujours la même chose. Ça me dérange pas du tout. Du moment que ça me donne une santé. Et puis, Et je c'est suis le plus vraiment en santé. important. Ah Donc bah là, oui. avec tes mois de carnivore, tu as stabilisé ton poids, tu as un poids que tu estimes un poids de santé. J'ai repris un tout petit peu de poids parce que Maurice, il m'avait dit qu'il fallait se mesurer le tour de taille. Et Mmh. quand je m'étais mesuré le tour de taille le 22 janvier, je faisais 88 cm. Et Maurice m'avait dit qu'il fallait que je monte un petit peu en protéines. Donc j'ai monté en protéines, je me suis remesuré il y a un mois. Je suis à 82, 83. Mmh. Et j'ai repris un tout petit peu de poids. Donc ça veut dire sans doute que j'ai perdu de la graisse et j'ai repris du muscle. Je sens bien que j'ai repris du muscle. Je sens bien. Ouais, tout à Je sens fait. bien parce que même mes clients me disent, t'as bien meilleure mine qu'avant. Donc, Mmh. puis j'ai la pêche, quoi. J'ai vraiment la pêche, hein. C'est Oui, c'est ça qui compte. sensationnel. Beaucoup de gens cherchent à perdre du poids, mais les gens me disent: «Ah, j'arrive pas à perdre de poids», et à chaque fois, je leur dis: dans mon activité à moi, le poids, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez Non, c'est ça. perdre? Un os, du muscle ou du gras? C'est pas la même chose, hein. Et Non, les rien gens, du en tout. fait, se focalisent sur la balance, focalisent sur le poids, tout en étant capable de s'affamer, et là, du coup, on perd de tout, de la masse osseuse, de la masse musculaire et de la masse grasse. Alors, ce C'est qu'il ça. faut faire, c'est préserver la masse musculaire, préserver la masse osseuse, voire en gagner, et perdre son gras, quoi. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. C'est Mmh. ça. C'est exactement ça. Et puis moi, j'ai repris du muscle et je suis vachement content, vachement content. J'ai pas été malade depuis 3 ans, hein. J'ai pas eu un rhume, rien, 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 rien. En complément alimentaire, je prends juste du magnésium marin, Mmh. parce qu'avant je prenais Mmh. du glyphosate, là, j'ai du mal à dire son nom. Bisglycinate de Ouais, et magnésium. Ouais. Maurice il m'a dit il faut arrêter, faut prendre plus juste que du magnésium marin, et je prends de la vitamine D. Mmh. J'en prenais 6 gouttes, 6000 unités, et puis j'ai fait pas mal de prises de sang avec Maurice. Il m'a dit il faut que tu baisses, hein, tu descends à 3000, il y en a bien assez. Voilà, quoi. Non, c'est puis depuis le 10 février, je prends aussi une douche froide. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Je peux pas être plus froid. De toute façon, je mets au plus froid. 3-4 minutes, c'est sensationnel. Sensationnel. J'ai mis du temps, hein. J'avais peur, hein. Et je me dis, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis, comme je prends des lentilles, tous les matins, je vais dans la salle de bain, puis d'un coup, j'ai baissé mon calbut, et puis j'ai allé, puis j'arrive sous la douche. Et je suis descendu le premier jour de 37 à 22, 26, ouais, 26, 22. Puis très rapidement, au bout de 4-5 jours, je suis descendu
à 11-12 parce qu'on est à 11-12. Puis un jour, je me dis, faut que j'essaye de tourner le robinet un peu plus quand même parce que je voudrais un peu plus froid. Ben non, mais le robinet était à fond plus froid. Donc, mais je suis content. Après, Hein. faut passer à la glace après. Ouais, mais ça me tenterait, hein, ça me tenterait, hein, parce que ça fait un bien phénoménal. Hein. Ça Oui. nous réchauffe, ça nous booste, mais c'est invraisemblable. Hein. Au niveau hormonal, les gens se rendent pas compte en fait de toute l'adaptation nécessaire pour survivre à ce froid. Et Ouais, nous ici au Colorado, on a beaucoup ça. Moi, je vais souvent à un endroit où c'est qu'il y a un sauna avec un bain avec de l'eau à 1 degré à côté, parce qu'elle est refroidie. Et donc ouais, tu fais sauna, bain comme ils font dans les pays nordiques, tu vois. Et ouais. au début, ça fait peur, c'est clair. Moi, par exemple, j'étais très frileux. J'avais beaucoup de résistance au chaud. Ça me dérangeait pas. J'étais très bien au milieu de la vallée de la mort à 50 degrés. Par contre, j'étais très intolérant au froid. Et finalement, avec le temps et l'adaptation, maintenant, je crains plus du tout le froid. Et Wim Hof m'a beaucoup fait progresser là-dedans. Mais c'est un bien exceptionnel. C'est une sensation exceptionnelle. C'est super intéressant. Et puis, même pour les gens qui cherchent à perdre du poids, par exemple, clairement, le froid permet de développer de la graisse brune qui est vraiment Oui, un puits métabolique, c'est-à-dire ça brûle de l'énergie. Et c'est un vrai problème dans notre société qu'on ait perdu notre graisse brune parce que justement, on n'a plus cette capacité à maintenir notre chaleur et donc à dépenser de l'énergie pour maintenir cette chaleur. Voilà. ouais, Et c'est le ça. froid aide beaucoup, que ce soit les bains froids. On peut commencer simplement par une douche froide à la maison. Et puis après, si on a du matériel, de l'espace, il y a beaucoup de gens, tu sais, toi qui es dans le monde de l'élevage, beaucoup de gens ont des baquets pour les veaux. Ils Oui, mettent de l'eau dedans avec des distributeurs de glace. Enfin, chacun bricole son truc. Il y a beaucoup de gens aussi aux États-Unis qui récupèrent dans les déchetteries des congélateurs qui fonctionnent encore. Là, il y a un vieux congélateur qui oui, brinque-balle un peu oui. en horizontal. Tu mets de l'eau dedans, tu le mets en route, même dehors, et puis bah, tu casses la glace sur le dessus. Ça te fait un baquet pour t'exposer au froid pour 3 francs 6 sous. Ah, je connais plein de trucs. Je me rappelle quand j'étais à 70-71 kilos, là, j'étais frileux, mais frileux. Enfin, Oui. maintenant, je suis plus du tout frileux. Hein. Je sors de la douche, je viens préparer à manger. Et des fois, quand il est 5h30, le gars qui amène le journal, le West France, comme on dit chez nous, ben, je vais le chercher, je suis en calbut et je vais dehors le chercher, même s'il fait froid, même si c'est léger, je suis bien. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est un Ah ouais. indicateur vraiment majeur sur le métabolisme de base. Quel est l'état du métabolisme de base de la personne? Les personnes qui sont affamées, hommes ou femmes d'ailleurs, automatiquement, il y a une baisse de la température corporelle. On a froid même dans son lit, sous deux couettes, les pieds sont gelés, etc. Là, c'est clairement qu'on est en phase affamé, métabolisme de base écroulé. On mange 4 fois rien et on continue à grossir. Et inverser ça, est-ce que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'on a vraiment 2 leviers dans la perte de poids? Manger moins, ok, on mange moins, on a Oui, moins d'énergie, mais de l'autre côté, ils n'ont pas compris qu'on avait un autre levier, c'était que notre corps au repos dépense plus d'énergie. Et le ouais, c'est ça. métabolisme de base, il est central là-dedans, dans une dépense d'énergie au repos. Ouais, c'est Et c'est ça. ça qu'il ne faut pas impacter avec des régimes hypocaloriques où on est affamé, etc. Parce que c'est une course à l'échalote. On mange moins, le métabolisme de base il tombe, le métabolisme de base il tombe, on arrête de perdre du poids, du coup on mange encore moins et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête pas. Ah non, moi, je mange, quand j'ai encore faim à la fin du repas, ben, je prends du beurre. Hein. De la graisse, enfin, je mange. Hein. Voilà, je compte pas. Hein. J'ai jamais compté mes calories, moi. Voilà, c'est ça. Donc, Mais c'est bien comme ça. ah bah Faut oui, oui, pas. j'ai L'important, c'est de se faire 63. confiance, retrouver la satiété. La satiété est super importante. Alors, si on peut l'avoir sur un repas, c'est bien. Sinon, la faire sur 2 repas, c'est pas un problème. Et puis voilà. L'important, c'est de se focaliser sur les protéines. Les protéines, c'est pas vraiment pas une variable d'ajustement. Il y a beaucoup de gens qui mangent pas assez de protéines. J'en vois plein qui arrivent avec des 50 grammes par jour de protéines. Ça va pas. Et voilà. Et puis en plus, toi, tu manges de la viande d'organe. Tu m'as dit que tu mangeais du Oui, foie, de la cervelle, etc. Ça, c'est super important au niveau des micronutriments. je mangeais 250-300 grammes et Maurice, il m'a dit, avec l'activité physique que vous avez, il dit qu'il faut manger au moins 400 grammes par semaine. Donc, j'en prends 50-60 grammes tous les matins ou les midis, ça dépend. Et puis, bah, oui, je récupère du foie chez des clients où j'achète des caissettes de viande, là. Du foie de bœuf élevé à l'herbe, là, qui est sensationnel. Hein, de toute façon, on voit bien la différence. Hein, les bœufs qui sont élevés à l'herbe, le foie n'est pas du tout le même que celui élevé au maïs. Hein. Il y en a un, c'est de l'éponge et l'autre, il est bien ferme. Enfin, il est super bon. Vraiment super bon. C'est un délice. Hein. Ah bah oui. Les gens, des fois, parce que moi, d'habitude, par le passé, je mangeais chez les gens, c'est eux qui me préparaient à manger. Donc, ils m'amenaient toutes Mhm, sortes de cochonneries. Et puis moi, j'amène ma gamelle avec la viande, le beurre. Donc, je prends du beurre au lait cru chez un petit agriculteur à côté qui est bio, là, de mhm, Gergiès, et puis du beurre de J, que je prends chez Gabory même. Voilà. mhm. Donc, je prends ça, je prends moitié-moitié. Et pourquoi je te dis ça? Pour tes gamelles, t'emmènes ça. Ouais, donc, je mets tout ça dans ma gamelle, j'ai une grande gamelle, et puis il n'y a pas bien longtemps, il y a une femme qui me voit sortir ma viande, et puis le foie, elle me dit, Pierre, il est mal au bout, je ne veux pas voir ça, ça va me faire dégueuler. Et
puis voilà, c'est tout. Puis donc, je me suis mis à l'autre bout, je respecte, et puis voilà, quoi. Puis, ils sont surpris de me voir manger des fois comme ça. Puis il y en a des fois, ils veulent pas me regarder en face, ils regardent un peu comme ça de biais, là, en disant, qu'est-ce que c'est que tu manges, là, mais j'aurais dit, je suis en bonne santé, oui, t'as bien vu que je suis en bonne santé, il m'a dit, oui, mon mec, t'es en bonne santé. Donc, puis Ouais. comme je te disais, j'ai 63 ans à la fin d'année, j'ai surtout pas envie de prendre ma retraite, et je crois bien que je ne reprendrai jamais, parce que j'ai encore des objectifs dans la tête, et je vais aller au bout. Parce que, comme disait Maurice, il a raison, hein, il y a un tas de gens qui sont malades quand ils se mettent en retraite. Hein, les hommes ils vivent jusqu'à 79,5, 80 ans, les femmes 85. Ils sont en retraite à 60, 61, 62, et 2 ans après, ils sont malades, ils avalent des cachets, puis quand ils arrivent à 80 ans, ils en avalent 12, 15. Enfin, c'est tout le temps. Moi, je veux pas de ça. Moi, je vais continuer à avoir une activité physique, ne pas être Et tu sédentaire. vois, ça, c'est un peu français, un peu européen. Moi, j'habite aux États-Unis depuis bientôt 4 ans et on l'a toujours vu, mais maintenant qu'on y habite, on le voit encore plus. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici qui prennent pas de retraite. Mais pas parce ils ont pas d'argent. Hein. C'est souvent des entrepreneurs. On voit plein. Moi, j'ai déjà vu des boutiques de femmes, j'en ai déjà discuté, 95 ans, tient encore une quincaillerie. C'est-à-dire que c'est des grosses entreprises. Le local, il vaut des millions de dollars. Le local vaut des millions de dollars. La petite dame, elle est à 95 ans derrière sa caisse. Il y a 40 salariés dans la boutique. Mais c'est sa passion parce que ça fait 60 ans qu'elle la tient, sa boutique. Elle ne veut pas la lâcher. Ça l'a fait vivre. Et ici, il y en a plein. Tu as plein de gens qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, 80, 90 ans, qui continuent à travailler parce que c'est leur façon de voir des gens, c'est leur façon de. Ils n'ont pas besoin d'argent, en fait, parce qu'ils ont accumulé un capital nécessaire, etc. C'est pour le plaisir. Moi, c'est un peu ça, hein, c'est le plaisir, hein, parce que je n'ai pas besoin non plus, hein, j'ai ce qu'il faut pour vivre, hein, mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Non, non, genre, c'est pour ça que là, j'ai des projets d'élevage de bœuf et tout ça, là, à l'herbe, ça va être fait, c'est sûr. On va en parler après parce que c'est super intéressant d'aborder un sujet aussi utile, intéressant et par un passionné comme toi. On va finir ton régime cétogène. Donc aujourd'hui, tu en es à manger de la viande musculaire, de la viande d'organe, Oui. des œufs. Des œufs, Voilà. deux et demi par semaine. Des œufs de poules qu'on a à la maison qui sont élevées elles se promènent partout, elles font ce qu'elles veulent. Elles vont dans le jardin, dans le champ. La vraie poule plein air. Ah oui, oui. De temps en temps, il y a des œufs qui sont à moitié orange, jaune. C'est pour te dire. Hein. Donc c'est vraiment des bons œufs. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Des vrais de vrais. Et à côté de ça, les seuls produits laitiers que tu consommes, c'est du beurre et du ghee, c'est ça? Il y a un petit peu de fromage du comté 2 fois par semaine à peu près. Ok, un peu de fromage comté. Ok, ouais. D'accord. D'accord. Du comté bio que je fais venir par un éleveur là, qui habite pas très loin d'ici. Là. J'en prends un petit peu. J'en ai pris ce midi, j'en ai pris 100 grammes, puis j'en prends 2 fois par semaine, grosso modo. Ok. Avec du beurre, forcément. Et donc, du coup, là, il n'y a plus du tout, tu n'as plus de végétaux dans ton alimentation, on est d'accord? Jusqu'à début février, j'avais encore un avocat de temps en temps. Mais là, c'est fini. Terminé. C'est fini tout ça. Tu consommes du café? Plus du tout. J'ai arrêté le 9 septembre de l'année passée. D'accord. Donc, plus de café, j'imagine pas de thé, pas de tisane, pas de choses comme ça? Je bois que de l'eau gazeuse, principalement de la Saint-Yor, de la Rosana, puis de l'épar un peu. Puis voilà. Puis de temps en temps, je mets un peu de, si je mets de l'épar, je mets un peu de sel dedans et puis un petit peu de vinaigre de cidre. D'accord. Parce que je prends 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre le matin et le soir. Ça, c'est moi. C'est avec un petit peu de sel. Voilà. Alors, tu fais partie du club des gens qui ajoutent du sel sur ta viande crue ou sans sel? J'ajoute tout le temps du sel. Tout le temps. Ok, d'accord. Du sel d'Himalaya en priorité. Ok. Donc, simple. Viande musculaire, viande d'organe, des œufs, du ghee, un petit peu de fromage et du sel. Et puis, il y a un tout petit peu, une boîte de sardines par semaine. Et une boîte de sardines. Voilà, c'est tout. Voilà. Et tu te sens en parfaite santé. Ah bah super. Voilà. Ce que je dis aux clients, hein, j'ai dit les gars, si vous voulez me voir aller en vacances, vous me verrez en Amérique du Nord, Canada, j'adore. Les États-Unis, je suis déjà allé plusieurs fois aussi, j'adore. Mais au niveau alimentation, tu me verras jamais dans un supermarché. Jamais. Que pour acheter l'eau gazeuse. Autrement, jamais. Je prends tout chez les producteurs. Et c'est tout. Terminé. C'est fini. Et même le ghee, je le prends chez les producteurs. Tout terminé. Ben, bon, maintenant, on peut peut-être lister tous les bienfaits que tu as eu, parce que tu as eu une perte de poids, j'imagine une perte de poids importante. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Tu étais peut-être soumis à des migraines, hypertension? Non, de ce côté-là, j'étais embêté. J'avais régulièrement des tendinites, parce que comme j'ai un travail vachement manuel, j'avais régulièrement des tendinites. J'avais un genou qui me posait des problèmes, parce que j'avais pris un coup de pied de vache il y a une dizaine d'années. Là. Je me suis jamais allé voir personne, je suis pas du style à aller voir trop du monde. Et là, aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai juste le poignet là aujourd'hui qui m'embête parce que j'ai une vache qui m'a donné un coup de pied, j'ai un nodule, donc il va falloir que je fasse quelque chose sans doute.
Ça me fait mal un petit peu au niveau du pouce. Et autrement, non, j'ai aucun souci. Hein, aucun souci. Le seul problème que je peux avoir, et c'est pour ça que j'avais consulté Maurice, c'est le sommeil. Parce que je regardais un peu la télé le soir, moi. Et puis je regardais mon téléphone aussi parce que je travaille beaucoup avec, payer mes factures, enfin, puis écouter les informations, tout ça. Et effectivement, il m'a conseillé de tourner le dos à la télé, et puis tout ça. Et effectivement, maintenant, je dors beaucoup mieux. C'est-à-dire que le soir, moi, à 20h, 20h, 20h30, en général, je suis au lit. Quelques secondes après, je dors. Mais à 2h du matin, maintenant, je suis réveillé. 2h, 2h30, 3h, je suis réveillé. J'attends que le réveil ne sonne pas pour me lever, quoi, tu vois. Mais j'ai fait mes 7 heures de sommeil, quoi. Je me lève et puis je vais prendre ma douche froide et puis après, je vais venir manger, puis voilà, puis je pars. Non, c'est invraisemblable, quoi. Ah, tu as juste un cycle chronobiologique qui est un peu décalé par rapport à la majorité des gens, mais l'important, c'est que le sommeil soit bon, c'est-à-dire un bon sommeil réparateur, bon sommeil profond, et puis que tu étais idéalement autour de 8 heures. Donc là, si tu fais 20 heures, 2h30 du matin, ça te fait 6h30. Bon. Ouais, mais je suis plutôt à 3h, je me lève souvent à 3h, 3h30. Voilà, ça te ferait 7 heures de sommeil non interrompu. Mais ça m'arrive de me mettre au lit à 19h30 aussi, hein, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Hein. Voilà. Ouais. Ah ouais, non. J'adapte mon heure de coucher par rapport à l'heure du lever du lendemain matin. Oui. Et je me lève le matin toujours de bonne humeur, jamais grognou, jamais. Alors qu'avant, oui, et puis l'important, c'est de ne pas se lever fatigué. Ça, c'est la clé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin avec un réveil, d'ailleurs, fatigué. Et là, ça veut dire que le sommeil n'a pas été bon. Ah non, moi c'est. Non, c'est très. Je me réveille toujours de bonne humeur et puis je pète la santé aussi tout. Ah oui, c'est incroyable. J'avais acheté la bague Aura, mais avec les doigts qui sont déformés à cause de mon boulot, j'ai jamais pu en mettre une. Donc j'ai éliminé, j'ai me remboursé quoi. Mais j'aurais bien voulu voir. Mais non, de toute façon, quand je dors, je dors. Je fais un sommeil. Alors sinon, tu as des. C'est moins bon. Moi, si tu veux, je suis très focalisé sur la science et tous ces matériels-là, je regarde un petit peu les comparaisons, etc. Tu as un petit bracelet qui s'appelle Oops de mémoire, qui est pas aussi bon que la bague Oura, mais qui donne quand même de meilleures informations qu'une montre comme Garmin ou des choses comme ça. Moi, j'ai déjà testé tous ces produits-là, Polar, Garmin, etc. Et ce petit bracelet, en fait, c'est un petit bracelet en tissu, hein, donc ça peut se porter au poignet. Ça te donne de bonnes indications aussi. C'est ça qu'il faudrait que je vois quand même. Ça me donnerait une idée parce que je mesure rien. Hein. Tu sais, le matin, quand je me lève, et puis le soir, quand je vais me coucher, je prends le pouls, histoire de voir combien je suis. D'un autre côté, tu sais, moi, j'ai pas d'action chez ces gens-là. Il y a des gens qui arrivent à atteindre parfaitement leur objectif sans mesurer quoi que ce soit, ni les corps cétoniques, ni la glycémie, ni le sommeil, etc. Ils y arrivent, hein, parce qu'à un moment donné, quand tu dors 8 heures par nuit, que tu n'as pas de sommeil, que tu as un très bon sommeil, que tu es parfaitement en forme quand tu te réveilles, que ta perte de poids est continue, que tu n'as pas de sensation d'hypoglycémie, etc., ta tension artérielle est bonne, pourquoi mesurer, tu vois? C'est pas, on cherche à mesurer en fait pour identifier un problème, pour avoir des métriques. Voilà. Ouais. Sinon, c'est comme les analyses de sang. Beaucoup de gens me disent ah, je voudrais faire une analyse de sang complète et tout. Mais une analyse de sang, pourquoi faire? L'analyse de sang, il y a des milliers de paramètres qu'on peut chercher. Il faut savoir ce qu'on cherche. Et l'analyse, elle donne un chiffre. Et après, on intervient, voir si on a modifié le chiffre. Mais faire une analyse de sang en routine, c'est ça. Pas grand chose. Ouais, mais par exemple, je voudrais voir mon cholestérol. On s'en fout de ton cholestérol. Complètement. Ouais. Nous, on dit ça, mais la majorité des Français ne le disent pas parce que moi, je vois bien à la maison avec ton cholestérol. Je dis, ne vous inquiétez pas pour mon cholestérol. Je vais te donner un exemple. Pourquoi tu as un compteur sur ta voiture qui te donne ta vitesse? C'est juste parce qu'au bord de la route, tu as des panneaux qui te disent faut pas dépasser 50, 80, 90. Si tu es comme encore il n'y a pas très longtemps au Nevada où il n'y avait pas de limitation de vitesse. Il n'y avait pas. On s'en fout du compteur. Oui, c'est ça. Tu roules. On s'en fout. Et ben le cholestérol, c'est pareil. Ils ont mis une norme à 2. Comme ça, ils ont mis 90% des gens en dehors des clous pour pouvoir leur vendre des molécules. Mais si tu retires cette norme qui ne sert à rien scientifiquement, elle n'est pas appuyée sur quoi que ce soit. On s'en fout au fait du chiffre. Le chiffre, il est intéressant pour voir si certaines choses fonctionnent au niveau hormonal, par exemple testostérone, oestrogène, progestérone, etc. Avoir un niveau de cholestérol, c'est intéressant. Sinon, s'il n'y a pas de problème de santé, pourquoi faire? Tu vois ce que tu disais tout à l'heure avec les cétones, je les mesure encore tous les matins, mais la glucide, là, ça y est, j'arrête de les mesurer tous les matins. De toute façon, j'ai toujours entre 80, 81, 82, et les cétonémies 0,5, 0,7, à peu près, tous les matins. Comme j'ai tout le temps la même bouffe. Après, la glycémie, quand tu dors pas trop bien, des fois, avec le montée de cortisol, ça varie, mais je suis toujours entre, c'est ça. En gros, entre 0,5 et 0,9. Ce matin, j'étais à 0,9, tu vois. Donc, et tu verras qu'avec les années, avec le temps, ta glycémie, elle va descendre encore. Parce que la norme, on va dire 0,8 ou 80, ça dépend dans quel sens on le prend, c'est une norme standard santé dans une population occidentale riche en glucides. Quand tu es en keto carnivore, avec les années, tu vas descendre à 60.
ou 0,6. Ouais, c'est ça. Et non, je suis stable, hein, non, je suis vraiment stable, hein. Puis voilà, quoi. Voilà. C'est Donc après, vaut mieux dépenser son argent dans la nourriture plutôt que de continuer à voilà. mesurer des choses qui. Voilà. Hippocrate a dit, hein, que votre meilleur médicament sur l'alimentation, oui, puis il a raison, Oui, hein, de toute façon. mais moi, j'ai toujours C'est été sûr. ancré là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés financières et je leur dis si vous avez un petit budget, mettez votre budget dans votre nourriture, la meilleure qualité possible, plutôt que dans des capteurs de cétonémie, des CGM, de glycémie, tout ça. On s'en fout en fait. Ça peut être utile vraiment quand on a des moyens, pourquoi pas, celui qui veut Oui, mesurer ou celui qui cherche à inverser quelque chose, pourquoi pas aussi. Mais sinon, de façon standard, on n'en a pas besoin. Les hommes des cavernes, ils n'avaient pas de cétonémie, ils n'avaient pas non, de glycémie. Hein. Voilà. non. Et il n'y Et avait puis pas d'autant de plus que brocolis et de chou-fleurs peints sur les murs des cavernes. certainement pas, non, il n'y en avait pas en campagne, hein, ni dans les. Et c'est vrai quand on mange toujours la même alimentation comme moi, je vois pas pourquoi ça varierait plus que ça, quoi. Je veux dire, il Tout n'y a à pas de fait. glucides, c'est toujours les lipides, c'est plus ou moins des fois, ça dépend, mais oui, mais enfin, je me charge toujours, hein, puis bon, c'est toujours pareil. De toute façon, le matin, je regarde 0,5, 0,7, ce matin 0,9. Enfin voilà. Puis bah, Parfait. ça se passe très bien comme ça, hein. Voilà, quoi. Parfait. Bon, alors, tu n'as rien d'autre t'as rien gagné d'autre, par exemple, je sais pas, éventuellement des problèmes de carie dentaire, des choses comme ça Ah, ben, si les dents, faut en parler. Là, j'ai des belles dents parce que je me suis fait refaire toute la façade. Ils m'ont mis 8 implants parce que quand j'étais gamin, je bouffais toutes sortes de bonbons. Enfin, j'achetais des carambas comme tout le monde, hein. Et ils m'ont refait toutes les dents, là. J'ai mis un paquet de sous dedans, mais je suis aujourd'hui très content parce que j'arrive à manger la viande, la mâcher, quand c'est pas de la viande hachée, et je prends le temps de manger. Alors qu'avant, j'avalais. Et Hmm. aujourd'hui, je me lave même pas les dents tous les jours, hein. Maintenant, comme je sais que normalement, régime carnivore, et je déteste, hein. Là, j'étais un moment 3 semaines sans me laver les dents. Là, je prends de l'eau, puis je fais bouger dans la bouche, mais c'est tout, quoi, hein, quand je prends mes douches. Mais autrement, non, non, bah, j'ai plus de problème de dents, rien du tout, hein. Bah, tu Ils m'ont sais, remis toutes les dents. le brossage des dents et le dentifrice, c'est arrivé avec les glucides. Il n'y a pas à tortiller. C'est Pour ça, regarder les c'est travaux ça. de Weston Price, c'était remarquable où il me parlait en particulier vraiment d'une petite île où dans cette île, il y avait un port. Le port était connecté à l'alimentation occidentale, donc avait des confitures, de la farine, du sucre. Et toutes les personnes avaient des dents arrachées. Le père des jeunes filles faisait arracher les dents aux jeunes filles avant de les marier parce que ça coûtait tellement cher qu'on refourguait la jeune fille à son mari, à la famille d'en face, sans dents. On en était arrivé Ah oui, là. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un siècle. Et à ouais, l'autre bout de c'est l'île, tu avais la population ancestrale qui vivait principalement de la pêche. Donc, il y avait rien d'occidental. Pas de farine, pas de sucre, pas de farine. Et il n'y avait pas de carie dentaire. Donc, on voit que c'est totalement lié. Et quand on voit les parents dire ah, faut que tu te brosses les dents 3 fois par jour, etc. Ben, c'est totalement lié aux glucides parce que les caries arrivent avec. c'est ça. Ah oui, mais c'est Et sûr, c'est sûr. après, il y a les populations ancestrales avec des racines. Il y a eu plein de choses qui ont été faites pour nettoyer les dents sans brosse et sans dentifrice et pas de caries, Ouais, malheureusement. c'est ça. Non, mais des fois, je me pose des petites brossettes entre les dents, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Non, puis personne m'a dit que je sentais j'avais mauvaise haleine, hein. Ça, Ben non, je vois c'est bien, les glucides qui sont le carburant à tout ça. je vois bien quand je tire la langue, elle est pas blanche comme elle était par le passé en plus, ça, tu vois, c'est net, hein. Même les oreilles. C'est incroyable, hein. Parce que quand tu te nettoies les oreilles, t'as l'impression qu'elles sont plus propres qu'avant. Mmh, C'est fou, ça. Faut le voir pour le mmh. croire, hein, mais c'est vrai. Ah bah oui, hein. Non, non, puis, dans ma clientèle, il y a des gens qui me proposent des gâteaux, des desserts, des machins. Enfin, moi, j'ai dit non, non, tu peux. Alors qu'avant, je sautais sur l'occasion, mais là, rien, 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 rien. J'ai eu l'anniversaire de ma petite fille il y a pas longtemps. J'ai dit, tiens, je vais essayer pour voir comment c'est. J'ai pris le bout du doigt, j'ai mis un gâteau, tchoc, avec goût de sucre. Ben, Mmh. ça m'avait plutôt envie de faire dégueuler qu'autre chose, hein. Non, alors qu'avant, je mangeais des gâteaux, mais mais autant que je pouvais, hein. Aujourd'hui, non, c'est fini, hein. Quand la santé va, tout le reste suit. Oui. Et je comprends pas Non, les puis gens. les gens qui n'y sont pas passés ne peuvent pas se rendre compte à quel point on est addict au sucre. Mais à partir du moment où on a réussi à se sevrer, en fait, on n'en a plus besoin, on n'en veut plus. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui veulent me faire goûter. Ah, goûte Pierre-Yves, c'est bon petit. Non, non, j'en veux pas. J'en veux pas. Puis, de toute façon, j'ai fini, j'ai mangé, je suis gavé, je suis plein. C'est bon. Ils sont surpris que je mange que 2 fois par jour, hein, parce que avec le boulot physique que j'ai, ils sont surpris, hein. Et même le samedi, le dimanche, souvent, ben, le samedi, je travaille souvent, mais le dimanche, j'ai un repas par jour. Je mange pas le matin, je mange le midi, puis je recommence à manger le lendemain matin. Mmh. Puis là, j'ai recommencé à faire du vélo. Je fais du vélo maintenant, c'est plus que bah, ça va bien, quoi. Ça va très bien. J'emmène juste de l'eau avec du sel, et puis terminé. Fini. Puis ça se passe super bien, hein. Je fais ça à mon rythme parce que c'est vrai que j'ai un boulot très physique, mais je suis content. Je suis content. Ça se passe super bien. J'ai Tu pas vois mal de tout ce que ce régime alimentaire, pauvre en glucides, maintenant carnivore, la perte de poids t'a offert, en fait. oui, c'est ça. Là, tu vois, j'imagine, c'est la porte ouverte sur la santé retrouvée, sur de nouvelles choses que tu peux faire parce que tu es
avec un poids de santé et de nouveaux challenges à te fixer, quoi. C'est pareil pour le sucre. Je me suis coupé une phalange le 14 mars l'année dernière. Donc aux urgences, mais l'hôpital de la main à Nantes, là, j'y vais. Ils m'ont pris aussitôt parce que ça pissait le sang. Et l'infirmière, avant de rentrer dans le bloc, elle me dit, Monsieur Mouchet, il faudra que vous mangez beaucoup de protéines et de bonne graisse. Puis la chirurgienne, la même chose. Mais je dis, vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je mange ce qu'il faut. Je suis retourné 10 jours après l'hôpital, elle m'a dit, mais je reviens pas comment vous avez cicatrisé. Ah bah oui. Voilà. Et puis, il y a ma copine qui m'attendait en bas, et puis elle a trouvé ça, parce que je suis arrivé à 10h30, je suis ressorti du bloc opératoire, il était 15h30, oui, 15h30. Puis elle demandait d'où j'en étais, elle m'a dit, vous inquiétez pas, mettez-vous à la porte du réfectoire, il va aller prendre une collation. Puis elle me connaît, ma copine, elle sait bien, elle dit, de toute façon, je le connais, le coco, il va passer devant la porte, il va pas s'arrêter. Ben, moi, je pensais 4 à 4, juste elle m'arrête. À cette époque-là, je buvais encore du café, j'ai bu une tasse de café, puis c'est ma copine qui a mangé toutes les saloperies de sucre, une madeleine, enfin, tout ce qu'il y a, quoi, puis voilà. Puis je suis parti sans manger. J'ai pas mangé de la journée, mais c'est pas grave. J'avais juste mangé le matin, parce que j'ai eu accident à 8h30, et voilà. Ah ouais, Ah non, mais la nourriture pour la santé, quand tu es malade, que ce soit cicatrisation de plaies, de grandes brûlures, etc., elle est essentielle. Toute la littérature scientifique nous l'explique. Mais moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est de regarder les plateaux qui sont livrés dans les hôpitaux. Tu vois, par exemple, des oui. grands brûlés, tu regardes ce qui est dans le plateau, tu te dis, mais comment tu veux qu'ils cicatrisent avec ça? C'est pas possible. Toi, les besoins de protéines et de micronutriments, il n'y a rien, en fait, dans les plateaux. Et c'est vrai qu'il faut expérimenter ça personnellement pour se rendre compte que les temps de cicatrisation, que ce soit des fractures, des problèmes de peau, de brûlures ou de grandes plaies, etc., sont largement accélérés avec une alimentation riche en protéines et riche en bons gras. Ah bah si, j'avais un psoriasis aussi, tiens. Voilà. Ah, J'étais allé voir un ostéopathe, homéopathe, il faisait tout. Il me dit, vous avez des problèmes dans votre vie? Bah, je dis, j'ai divorcé, mais enfin, moi, je suis pas le premier. Puis, effectivement, le psoriasis, il n'y a plus rien du tout. Ça a disparu. Hop, alors du coup, psoriasis, ça, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment c'est une pathologie auto-immune, hein. C'est un déséquilibre du système immunitaire. On arrive sur une pathologie auto-immune. Et alors, le régime cétogène, et encore mieux céto-carnivore, fait d'excellents résultats sur les psoriasis, comme toutes les pathologies auto-immunes. je Ouais. peux le confirmer, j'ai plus rien. Rien, Ouais. rien, rien. Alors que si tu vas voir un médecin, tout le monde te dira c'est pas réversible, hein. Quand tu Oui, c'est ce qu'ils déclenches disent. un psoriasis, quand tu déclenches une sclérose en plaques, quand tu déclenches une maladie de Crohn, une thyroïdite d'Hashimoto, c'est à vie. Ouais, c'est ça. Donc on te Ouais, donne des médicaments qui sont des immunosuppresseurs pour réduire une partie du système immunitaire qui vient détruire certains tissus, mais c'est à vie. Et tu te ouais, rends c'est compte ça. que tu as des gens qui prennent ça pendant 15-20 ans, ils passent sur un régime cétogène ou céto-carnivore, et hop, il n'y a plus de problème, il n'y a plus besoin de médicaments. Il y en a même qui te donnent de la cortisone pour mettre dessus, hein. Oui, bien sûr. En Ouais, plus, tout si ce le qui est psoriasis super. est mal identifié entre de l'eczéma et le psoriasis, qui sont deux maladies totalement différentes, Ouais, c'est c'est ça. une catastrophe. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que moi, il a voulu m'en mettre, et puis j'ai jamais pris. J'ai jamais pris. Donc, voilà. Voilà. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en fait, tous les problèmes de peau ont pour leur origine l'intérieur. Ce n'est pas des problèmes de l'extérieur. C'est ça. C'est Tu ça. vois, les C'est ça. allergies, le psoriasis, l'eczéma, les problèmes de peau sèche, etc. Mm. Le problème, il vient de l'intérieur, et pas Les de mycoses, les l'extérieur. mycoses, les mycoses, c'est pareil, les mycoses, tout Même ça. chose. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais ça. J'ai plus de mycoses entre les orteils parce que moi, je suis en botte à longueur de jour. J'avais tendance à avoir des mycoses, mais j'ai plus rien du tout, hein. C'est fini, ça. C'est terminé, c'est pareil. Oui, même le microbiote, on parle souvent du microbiote intestinal, mais on a un microbiote cutané sur la peau, change. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je me rends bien compte, hein. Je m'en suis bien rendu compte, hein. Enfin, en gros, c'est ça, hein. Toutes les améliorations que j'ai eues, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est Bravo. déjà pas mal. Ah ouais. Sincèrement, je te félicite parce que c'est un beau résultat. C'est-à-dire que quand je commence les choses, comme me dit ma copine, tu fais pas les choses qu'à moitié, ça. J'y vais directement, hein. Puis c'est pareil, le médecin un jour, il m'avait dit, j'avais du coq à l'âne, mais il m'avait dit, tu sais, Pierre-Yves, le sommeil, ça s'achète pas en pharmacie, parce que je n'étais pas un gros dormeur d'avance, je travaillais beaucoup. Mais il avait sans doute raison, et puis maintenant, je me rendais compte, hein, je dors 7 heures, je pète la santé, hein, en ayant changé mon alimentation. Alors qu'avant, en travaillant autant, mais avec le régime glycidique, là, ben, si tu veux, à titre d'exemple, je peux te donner les déjeuners que je faisais avant de faire tout ça. Le matin, je me levais, au départ, c'était café, Mhm. 3 tours de pain noir qu'on appelle, là, avec du miel. Mais tiens-toi bien, le miel, c'était 2 kilos par mois. 2 Ah kilos de oui. miel par mois. Ouais. À 11h, j'avais faim. À 11h, j'avais faim, donc j'avais 2 bananes avec moi. J'avais les 2 bananes. On avait mangé à 13h. 13h, ben, je mangeais tous les féculents qui traînaient par là, enfin la viande et tout ça. Et puis voilà, quoi. Et puis le soir, en rentrant, je prenais toutes les pâtisseries, quoi. Et après, je suis passé à l'œuf, aux œufs sur le plat, 4, du jambon, une tranche de 100 grammes à peu près, du comté, j'en mangeais 150 grammes. Et par là-dessus, je mettais
dans mon bol de lait, j'avais quoi, 400 millilitres de lait avec du chocolat. Je mettais encore 100 grammes d'avoine, de flocons d'avoine. Et puis j'avalais tout ça, puis je partais. Et puis j'avais commencé à maigrir, tu vois, ça commençait à faire de l'effet. Mais après, j'ai tout changé. Ben là, ça a été quelques semaines. Voilà, j'ai fondu comme neige au soleil. Ouais. Puis les gens disaient tous par là que j'étais malade, Pierre, il est malade, c'est pas possible, tu as vu comment il a maigri. Puis j'aurais dit, mais vous inquiétez pas, les gars, hein, c'est moi qui je mange différemment, je mange pas comme vous, c'est tout, je mange pas de sucre, hein, pas de glucides. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, mais manger des pâtes, moi j'aime ça, il faut profiter de la vie, Pierre. Je dis, profiter de la vie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est d'être malade à je sais pas quel âge, là, puis je dis peut-être que je serais malade, mais. En plus, ces personnes-là ne s'imaginent pas qu'on puisse prendre du plaisir à manger d'autres choses. C'est ça, c'est ça. Hein. Ouais, moi je prends plaisir à manger ma viande. Hein. Voilà. C'est caché, quand je les mange, je prends mon temps, hein, je les mange. Quand je mangeais des autres côtes, des côtes et tout ça, ben, je les coupe avec un bon couteau. Et quand il y a de la graisse dedans, c'est encore meilleur. Mais là, tu prends ton plaisir. Hein. Mais je prends sans moutarde, sans rien, hein, sans épices, sans rien. Je rajoute juste que du sel. Hein. Parce que moi, je pars du principe que si on met trop d'épices, ça veut dire que la viande n'est pas bonne. Donc, c'est pas mangeable. C'est souvent le cas. C'est comme ça qu'on masque la très mauvaise viande. Ouais. C'est ça. Et la seule viande que je fais cuire, c'est la queue de bœuf. Parce que j'arrive pas à la manger crue. Mais j'ai du mal. Le poulet, avant, j'en mangeais souvent, mais maintenant, c'est cuit, j'en veux pas. Le lapin, c'est tout ça. Tout ce qui est cuit, maintenant, je déteste. Le porc, je mange de la poitrine de porc une fois de temps en temps, mais j'élimine le porc parce que c'est nourri beaucoup aux céréales, donc j'en veux plus. Ah oui, c'est le problème. Non, je fais vachement attention à ça. Et quand je vous écoute, toi comme Boris, puis c'est sûr, j'en suis bien conscient, je vois bien l'amélioration de la santé. Bah, tu vois, tout à l'heure, on va parler de l'élevage bovin, mais clairement, si des éleveurs nous écoutent ou des gens veulent se lancer dans l'activité, un élevage de porc de qualité, sans parler de porcs exceptionnels, des porcs de Bigorre ou des porcs espagnols ou des choses comme ça, juste avec une alimentation qui permet de réduire la quantité d'oméga 6 de la viande. On a un vrai problème de déséquilibre avec les oméga 6. Les élevages industriels de porc font une viande très riche en oméga 6, c'est vraiment problématique. Et revenir à des choses plus ancestrales. Toi, ici aux États-Unis, moi, j'ai du porc élevé en plein air, même pas vacciné. Même pas vacciné. Oui. Ce qui est impossible en France. Donc, c'est des gens qui sont vraiment engagés vers une approche. C'est du porc élevé en plein air, comme c'était avant, quoi. C'est pas compliqué. Et il y a des clients, ils ont des listes d'attente. Tu sais, ils font t'achètes des actions de la production. Donc, tu as une part, tu as tant de kilos à l'année ou par mois, etc. Mais il y a une liste d'attente de plusieurs années pour leur production. Hein. Les gens, ils se ruent là-dessus. Ah bah c'est bien, c'est leur santé, hein. C'est tout. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, le porc est majoritairement industriel et c'est compliqué. Ouais. Et c'est très industrialisé. C'est catastrophique. Hein. Ils sont enfermés, c'est terrible. Et quand je vois les gens qui engraissent des bovins, c'est du maïs, des céréales, du blé par-dessus, du soja, que ça, et puis ils veulent faire de la vente directe. Je dis, j'en veux pas de votre viande. Hein. C'est de la saloperie, j'en veux pas. Ah oui. Moi, je dis, c'est pourtant la vérité. Hein. Mais tu sais, c'est tout le problème des labels. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire. J'ai fait de la certification, de l'audit, etc. dans la plus grande entreprise de certification du monde. Donc, je connais tout ça. Et il y a des gens, ils ne comprennent pas en fait qu'il y a des labels qui valent rien. Par exemple, est-ce qu'il est préférable d'acheter un bœuf bio qu'un bœuf à l'herbe pas bio? Moi, je préfère le bœuf à l'herbe. Parce que le bœuf bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la filière maïs, céréales, etc., tourteaux, de tout ce qu'on veut, elle a été certifiée bio. Mais ça reste de la merde. C'est de la merde bio. Voilà, concrètement. Alors qu'à côté, un paysan qui va juste élever son bœuf à l'herbe, qui n'a pas la certification pour sa prairie en bio, ben, il va faire un excellent bœuf. Et lui, il ne sera pas certifié. Non, c'est ça. C'est ça. Et moi, on en parle après, mais ouais, non, mais c'est ça. Hein, je leur dis aux gars, hein, vous mangez des oméga 3, les oméga 3, c'est inflammatoire. Après, vous avez mal aux épaules, vous avez mal partout, et il faut vous remettre en cause. L'alimentation, c'est vachement important. Hein. Je dis, quand on fait les rations sur les vaches, les cochons, enfin tout ça, je dis, on calcule les rations, mais nous, on n'a jamais rien fait, on calcule rien du tout. On mange tout ce qui nous vient sous la main, quoi. Et puis du sucre, parce que le sucre attire le sucre. Donc, plus t'en manges, plus t'as envie d'en manger, de toute façon. Donc, je me suis rendu compte. Hein. Je dis, même quand vous achetez les yaourts sans sucre dans les supermarchés, ils mettent une pierre de sucre dedans. Il y a 5 grammes de sucre dedans. De toute façon, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça, quoi. Ils ont du mal à croire. Hein. C'est comme le beurre. Hein. Le beurre, aujourd'hui, le beurre pasteurisé qu'on a, il y a 16% d'eau dedans. Hein. Il y a 16% de flotte. Hein. Avec moi, le beurre que j'achète au lait cru, le beurre de chez Gabory, il n'y a pas d'eau. Hein. C'est du sel. Mais il n'a rien à voir, ne serait-ce qu'on le voit très bien. On voit les beurres industriels, c'est des grosses mottes bien fermes, il est cassant, etc. Alors qu'un beurre cru, il va être tendre, il va être mou, il va être crémeux. C'est comme si tu mangeais de la crème, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Déjà, à l'apparence, ça se voit tout de suite, quoi. Tu prends les beurres Bordier, par exemple, qui sont relativement bien distribués en France. Tu prends un Bordier dans tous les fromagers et tu compares ça avec
une grande marque bien connue française du supermarché, ça n'a rien à voir. C'est deux produits totalement différents. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vois bien. Hein. Et comme j'emmène mon beurre, souvent le beurre lait cru, je le mange le matin, et puis le midi, c'est du jus. Et ça m'arrive des fois de manger, de faire l'inverse. Et des fois, je leur fais goûter aux gens. Ils disent, goûte mon beurre. Hein. Bah, tu sais quoi, ton beurre, ben, comment il est jaune, il est bon. Ah oui. Voilà, c'est tout. Ben, oui, oui. Et j'en ai amené chez un ou deux clients, qui en voulaient, j'en ai emmené. J'en ai pris, puis j'en ai emmené. Il faut revenir à ces choses-là. La crème crue, c'est pareil. Quand on voit une crème fraîche industrielle versus une crème crue, rien à voir. C'est des... Rien. De toute façon, il y en a une, elle est limpide, comme de l'eau, et puis l'autre, tu la mets dans la cuillère, tu le retournes, elle est même pas tellement assez ferme, c'est super bon. Pareil avec la viande. Hein. Les gens, on les a pas habitués correctement. Ils sont incapables aujourd'hui de reconnaître à l'apparence une viande qui a été nourrie correctement sur du bœuf, par exemple. La couleur du gras, le persillage de la viande, tout ça, fait qu'aujourd'hui, on a standardisé ça, mais on a standardisé ça sur de la merde. Et la viande, entre guillemets, normale, c'est la viande de merde, industrielle. Voilà. Et aujourd'hui, tu montres un vrai bœuf totalement élevé à l'herbe, la couleur de sa graisse, son persillage et tout, ça n'a plus rien à voir. Et c'est pas vendeur, en fait, dans une vitrine. Si tu mets cette viande-là... moi, j'habite aux États-Unis. La viande, par exemple, tu as des grands rayons chez Whole Foods, qui est une grande chaîne de magasins bio aux États-Unis. Et tu as toute la viande, entre guillemets, standardisée, industrielle, aux céréales, etc., même malgré que les animaux soient élevés en extérieur. Hein. Et à côté, tu as la viande vraiment 100% à l'herbe, finie à l'herbe, etc. Mais côte à côte, ça n'a rien à voir, quoi. Donc les gens, ils peuvent voir la différence. Puis la viande, elle est beaucoup plus rouge, hein, quand elle est nourrie à l'herbe, elle est plus rouge, la graisse est bien blanche, enfin, il n'y a pas photo. Hein, le foie, tu vois la différence. Le foie des vaches qui mangent à l'herbe, il est un peu plus clair, et le foie où les vaches mangent que du maïs, ça, il est rouge, noir, enfin, tu vois, ça me donne même pas envie de le manger. Moi, je le donne aux chiens, c'est bon. Oui, c'est clair. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le foie, et une majorité de gens n'aiment pas le foie, donc ils m'en donnent, mais des fois, si ça ressemble à une éponge, c'est les chiens qui le mangent. Hein. Ils sont contents, ils mangent ça. Mais toute la viande d'organe, les gens ont perdu l'habitude de la cuisiner, de l'accommoder et de les consommer. Il n'y a quasiment plus personne. Regarde, il y a encore 30 ou 40 ans, tu avais des tripiers, ils vivaient, hein, trépieds charcutiers, ou même que tripiers. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. C'est très bon les tripes, hein. J'adore ça. J'adore ça. Hein. Mais quand je dis les gens, parce que les gens me posent des questions, moi je leur dis, hein, je me cache de rien du tout. Hein. Et je leur dis, moi je mange du foie cru, donc de la cervelle crue. Les mecs, ça les ferait dégueuler. Hein, mais je dis, de toute façon, tu manges la cervelle crue, ça n'a pas de goût la cervelle. Hein. C'est fade. Hein. On met du sel dessus, ça donne un goût salé, mais c'est fade. Hein. Les rognons, c'est pareil. Et puis le cœur, c'est un muscle qui est un peu dur des fois, mais il se mange. Hein. Non, moi je trouve ça sensationnel. Et puis tu vois bien, hormis les deux compléments que je prends, là, que je t'ai dit tout à l'heure, la vitamine D et le magnésium, je ne prends rien du tout. Rien. Il n'y a rien de rien. C'est pour ça, d'ailleurs, tu disais que Boris t'avait conseillé de descendre la quantité de vitamine D, parce que ta vitamine D, tu en as une partie dans ton foie. Vu la quantité de foie que tu manges, qui couvre une large partie de tes besoins, voire possiblement la totalité. Voilà. Et les jaunes d'œufs, il y en a dans le jaune d'œuf aussi de la vitamine D. Un petit peu, ouais, mais peut-être tu n'arriveras pas facilement à atteindre des niveaux de vitamine D avec du jaune d'œuf, même si tu en manges beaucoup. Par contre, avec le foie, si. Ouais. C'est sensationnel, ça. C'est rare que j'en ai pas mangé aujourd'hui, mais là, demain, je vais en mettre à décongeler ce soir, et puis tous les jours, la semaine prochaine, j'en mange. Souvent, le dimanche, j'en mange pas, je mange autre chose. Mais voilà, quoi. C'est super bon. Hein. Ah ouais. Bon, sincèrement, je te félicite pour ce super résultat. Maintenant, est-ce que ta compagne, à la vision de ton résultat sur toi, a eu envie d'essayer ce mode de vie, ou vous avez deux cuisines différentes? Non, deux cuisines complètement différentes. Parce que moi, à la maison, je mangeais avec la belle-mère, et puis mais tous les trois, mais les deux filles, elles mangent méthode occidentale, hein, du sucre, enfin tu vois, le matin, c'est café au lait, pain, miel, et puis voilà, quoi. Et puis le midi, bah, c'est pas assez de protéines, hein. Je mange 15-20 grammes de protéines par jour, c'est tout, hein. C'est rien, avec des patates, des carottes. Elle mange un peu plus de trucs à la vapeur maintenant, elle mange plus de poissons, elle mange du brocoli, elle mange de la salade, tout ça, mais un peu de beurre, mais ouais, quand je vois arriver des fois, parce que chez les clients, je dis, tu me mets 5-6 kilos de sucre de côté, je les mets au congélateur. Quand tu me vois arriver avec ça, mais tu vas bousiller les artères, mais je dis, c'est pas ça qui m'amène, c'est pas le cholestérol qui va me faire boucher les artères, hein, c'est quand je mélange le sucre et la graisse, ça c'est sûr. Donc, elle me dit rien. Hein. De toute façon, elle voit bien que je pète la santé, hein, elle voit bien. Hein, voilà. Il n'y a pas rien de parler. Hein. Les gestes de tous les jours, c'est parlant. Donc, c'est la preuve ultime, c'est le résultat, quoi. Ouais. C'est ça. Et les clients voient bien aussi, hein, parce que je travaille comme un jeune. Hein. J'ai mon fils qui fait le même métier que moi, 85 ans, je le tiens tous les jours au boulot. Donc, et on fait pas une course, mais il voit bien que il me dit, papa, tu pètes la santé. Ben oui, je pète la santé, ça c'est sûr. Je suis vraiment content de la péter. J'ai mon frère qui, il y a quelques temps, a pris sa retraite, là. Il est 2 ans plus jeune que moi, il est 63.
il faisait des plâtriers, pourtant un métier difficile. Il faisait que de l'enduit. Et puis, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, là, ça fait 1 an qu'il est en retraite. Je lui ai dit, Philippe, dis donc, t'as pris du ventre. Hein. Ah, bah, dis-toi, Pierre, tu me fais peur avec ton alimentation. Mais je dis, t'inquiète pas pour moi. Puis, après, je suis allé voir le médecin, il m'a dit, mais monsieur Mouchet, il faudrait que vous mangiez un peu moins de sucre quand même, parce que vous avez grossi. Ah, j'ai dit, t'as vu? Dis-moi, je mange de la viande et du beurre, et puis ça ne me fait pas grossir. Hein. Donc, tu vois, voilà, quoi. Il m'a dit, il faut manger de tout. Mais je dis, quand tu dis ça, en général, c'est que tu sais pas ce que dire. Hein. Donc, Oui, exactement. c'est ça. Hein. Donc, Oui. des fois, il me provoque hein, quand on est en pot de famille. C'est ma mère. Il me provoque. Elle me dit tu veux pas du gâteau? Tu veux pas du gâteau? Avant, tu les mangeais. Elle dit non, tu peux m'en mettre dans l'assiette si tu veux. Je le mangerai pas, c'est sûr. Si je suis en trop bonne santé, j'ai pas envie de changer. Surtout pas envie. Non, Le régime manger de tout n'est pas scientifiquement documenté. C'est juste clairement la confirmation que la personne qui en parle ne sait pas de quoi elle parle. c'est ça. Mais c'est ça, Manger de exactement. C'est ça. tout, Je suis d'accord avec où est toi l'étude complètement. manger de tout? Où? Ouais, Où elle c'est est? ça. Et moi, je te jure, hein, quand ils me parlent, je cache rien du tout. Hein. Ils disent, moi, je fais pas ce que tu fais. Mais je dis, tu sais, si tu avais des problèmes de santé un jour, hein, tu seras peut-être obligé de le faire. Hein. Puis là, que t'aimes ou t'aimes pas, tu mangeras, puis tu t'habitueras. Il faut goûter, hein, parce que tu dis, j'aime pas le foie cru. Il faut goûter le foie cru, c'est pas mauvais. La cervelle crue, j'en ai jamais mangé avant, ça fait 1 an que j'en mange. Moi, je trouve que c'est bon, j'aime bien. Puis voilà, hein, Alors, puis dans je les dis, pire, spécialités du Colorado, ici, on a, tu sais que le Colorado, c'est au milieu des États-Unis. Hein. Pour ceux qui ne le oui. savent pas, c'est dans les montagnes. Bon, ici, on a une spécialité d'huîtres. En anglais, c'est oyster. Mais en fait, quand on les commande, c'est pas des huîtres. C'est des testicules de bœuf. Ah Testicules de oui, taureau. Et ici, tu as des gens qui les mangent crus aussi. Tu peux les avoir chez le boucher. C'est pas facile à trouver en Europe, mais ici, c'est vraiment la spécialité du coin. vas-y, comment il s'appelle? Boris, il m'avait dit qu'il fallait que je mange des testicules de veau. Parce que c'est riche en sélénium. Et j'ai eu mon résultat d'analyse en sélénium, apparemment, je suis bon. C'est bon. Et pour en trouver, c'est impossible. J'ai demandé dans plusieurs endroits, les abattoirs, tout ça. On n'en Voilà. trouve pas. Ils doivent les garder pour faire les bouches à la reine ou je sais pas quoi, mais on n'en trouve pas. Parce que je voulais en manger. J'ai dit, je vais en manger. S'il me préconise ça, Boris, je vais suivre ce qu'il me dit. Je n'ai jamais Alors, trouvé. tu vois, pareil, idée de business. Ici, aux États-Unis, tu as des éleveurs qui sont groupés à 2, 3, etc. Ils ont fait des sites internet de vente en direct. Donc, tu peux te faire livrer Ouais. absolument tout en direct aux États-Unis. Typiquement, je sais pas, moi, je veux des pâtes de poulet, de la crête de coq, de la testicule de bœuf ou je sais pas quoi. Je commande sur internet, c'est livré en 48 heures via FedEx dans des caissons réfrigérés pour tous les Ouais. États-Unis. Et en France, ça ne s'est pas développé. Ici, tu as vraiment des gens qui mangent de tout et ça marche très bien. Ouais, mais Pareil je avec, voudrais. tu sais, tu as beaucoup de gens qui ont des problèmes en histamine. Donc, Oui. et ils ont des problèmes pour dégrader l'histamine. Donc, ils cherchent une alimentation pauvre en histamine. Et le problème de la viande, c'est que pour qu'elle soit très bonne au niveau du goût, il faut qu'elle soit maturée au minimum 15 jours. Idéalement, sur certains morceaux, 3 semaines, voire plus. Tu as de la viande, aux États-Unis, c'est leur spécialité, la viande maturée, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Mais ils ont fait des éleveurs qui sont spécialisés en viande très basse en histamine, c'est-à-dire que l'animal est tué, il est automatiquement dépecé, viande hachée, etc., congelé dans la même journée. Ce qui fait D'accord. que la dégradation de l'histidine est très basse, donc elle est relativement basse en histamine. C'est un marché, les États-Unis, ça marche bien aussi. Ouais, mais en France, on n'a rien de tout ça. T'as Ben rien de non, tout parce que ça. les gens ne sont pas éduqués. Comme ils ne sont Non. pas éduqués, bah, ils ont même pas l'idée d'aller acheter ça, donc il n'y a pas de Non. marché. Non. Et puis, le Français, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas acheter de la nourriture trop chère, donc ils ne veulent pas acheter de nourriture tout simplement, ils préfèrent acheter des cochonneries, puis acheter un téléphone portable, un ordinateur, Tout à partir en fait. vacances. Mais moi, je préfère manger bien manger, puis après partir en vacances au cas où après. C'est pas interdit, ça. On a le droit de prendre des vacances, mais je pense qu'il faut faire vachement attention à son alimentation. Hein. Bah, je pense aussi que ça doit être une priorité devant le dernier ordinateur à la mode ou la dernière voiture. Maintenant, il y a aussi moyen d'acheter des morceaux de viande à bas coût, de qualité, mais à bas coût, parce qu'en ne Mmh. prenant pas des morceaux nobles. Parce qu'il y a eu beaucoup Allez, d'influenceurs sur Internet qui ont fait en gros le régime entrecôte. Le régime entrecôte, moi, si je mange correctement, j'en ai pour $100 par jour. Hein. c'est ça. Donc, c'est pas, Ah c'est ouais. pas tenable. Par contre, il y Non, a non, plein non. de morceaux qui sont beaucoup moins chers parfois de la viande mijotée, parfois à griller. Il y a plein de solutions pour descendre par 3 ou par 4 l'addition. Quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis à la limite, si elle est bio ou pas bio, on s'en fout, hein, du moment qu'elle est nourrie à l'herbe, c'est le principal, c'est celle-là qu'il faut Exactement. prendre. On disait tout à l'heure, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Exact. Hein. Bah, le bio, c'est juste un cahier des charges. Et aujourd'hui, tu vois, là, moi, je fais attention à la prairie ici parce que ça, vous n'avez pas le problème en Europe, mais aux États-Unis, ils l'ont. Ils ont réussi à sortir de l'herbe OGM. Ah oui, je savais pas. Donc, tu as des prairies ici, OGM, qui sont capables de supporter du Roundup. Ouais, c'est ça. Voilà. Attention. Et donc, du Et, coup, tu as un problème avec les animaux qui vont pâturer là-dessus.
avec le glyphosate et la glycine, etc. Bon, on va pas parler des détails là-dessus, mais ça, c'est particulièrement américain. Donc, il faut se méfier que la prairie soit pas OGM. Et bon, l'avantage aux États-Unis, c'est que tu as des grands espaces, tu as des fermes qui ont 10, 15, 20 000, 50 000 hectares avec des animaux totalement en liberté. Ils naissent en liberté, ils viennent les chercher juste pour les transporter à l'abattoir, c'est tout. Comme les bisons d'ailleurs. Les bisons, c'est pareil, ils sont souvent tués directement dans les prairies. Et là, ça pose pas de problème. Par contre, dans d'autres États, je pense plutôt aux États plus à l'est, Kansas, Arkansas, Oklahoma, tout ça, où ils ont des prairies artificielles. Et là, on peut avoir des prairies OGM. Donc ça, il faut s'en méfier. Mais ça, c'est purement américain parce que ça n'existe pas en Europe. Non, je savais pas que ça existait, même les prairies OGM. Tu vois, c'est incroyable. Et sans parler en plus de tout ce qu'ils ont en termes de tourteaux, alors maïs OGM, tourteaux de soja OGM, etc. Ça, ils ont en plus, donc tout ce qui est industriel. Mais maintenant, tu as un étiquetage de plus en plus précis, tu as de plus en plus de gens qui font très attention à ça. Et puis les éleveurs sont pas cons, si tu veux. À un moment donné, on est arrivé, les États-Unis ont réussi à produire des volumes astronomiques de merde, tellement pas cher qu'il n'y a plus personne qui gagne d'argent. Et à un moment donné, les éleveurs se sont dit, oh stop, on va revenir sur la qualité, là, on va gagner beaucoup plus d'argent. Je donne un exemple. Tu as plein de marques aujourd'hui, plein de fermes qui se sont créées sur l'agriculture régénérative. Et tu as une douzaine d'œufs aux États-Unis, industriels, tu vas toucher ça à 1,90 $ la douzaine. Et à côté, tu as une boîte d'œufs agriculture régénérative qui va être à 10 $. Et il y a les clients pour ça. Et aujourd'hui, les piles qui sont vides, c'est des piles à 10 $. Hein. Parce que les gens ont compris que c'était leur médecine, ça. Voilà. Donc, il y a un vrai mouvement de fond. Donc, c'est qu'on arrête de faire de l'industrie agricole. On revient à des fermes beaucoup plus petites, sur de la qualité, agriculture régénérative. On fait attention au sol, le moins d'intrants possible, le moins de médicaments, le moins de molécules sur les animaux, etc. Le bien-être animal, on va dire. Et il y a un vrai mouvement de fond. Et là, il y a des vraies marges. Les gens, ils refont de l'argent avec ça. Mais nous, ici, c'est pas la même chose. Hein. C'est tout industrialisé au maximum. Oui, c'est des monopoles. Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que de l'autre côté, moi je suis persuadé que s'il y a un vrai groupement, toi par exemple un site internet de vente avec un éleveur d'éleveur de poules pour des œufs, un éleveur de volailles, un éleveur de canards, un éleveur de porc, un éleveur de bœuf, où c'est qu'on a vraiment quelque chose de très qualitatif, il y a quelque chose à faire. Par contre, c'est clair, tu peux pas t'associer avec les supermarchés, on l'a vu avec Pierre Inard qui nous a donné son témoignage, on a vu les centrales d'achat, comment ça se passait, etc. Ces filières-là, elles sont bouchées, on ne peut pas les utiliser. Non, il faut surtout pas acheter pour les aider, ces gens. Il faut surtout pas faire ça. Non, mais ça, c'est sûr. Mais il a amené un réel combat, déjà. Oui. Et chapeau. Oui. Chapeau. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Hein. Ça a été une vraie guerre, ça lui a coûté cher en argent, ça lui a coûté cher en énergie. Toi, je pense que son sommeil, il a été massivement impacté pendant des années. Parce que c'est un peu David contre Goliath. Et il en paye encore les. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir. Il faut soutenir les éleveurs qui sont engagés vers un retour à des choses simples, aussi bien pour le bien-être animal que pour la qualité de ce qu'on mange. J'en cause un petit peu dans la commune où j'habite. J'ai fait un éleveur l'autre jour et j'ai dit, mais vous voyez Pierre Inard, hein, moi, il y en a qui le prenaient pour un rigolo, mais c'est lui qui avait raison. Mais il dit, oui, moi je m'étais trompé aussi. Hein, parce que l'abattoir dont il parlait, il disait bien que c'est des bandits. Hein, donc, non, mais il n'aime pas les gens comme Pierre Inard qui sont francs, directs et qui disent la vérité. Hein, parce que c'est la vérité, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors c'est pour ça que, sans transition, on va en parler justement. Toi, tu t'es engagé, tu as un projet justement, tu es en train de réaliser avec un élevage. Alors parle-nous justement de ce que tu veux faire au niveau de l'élevage et des animaux. Si tu veux, je commence tout doucement. Là, je suis en train d'avancer dans mon projet. Je ne peux pas en parler là parce que je veux pas que les gens sachent pour le projet que j'ai. Mais si tu veux, ma copine, elle a un cheptel, hein, elle avait une quarantaine d'hectares et puis elle a baissé beaucoup en quantité d'animaux. Donc là, depuis le début de l'année, j'ai acheté des petits veaux jersiais. Des petits veaux jersiais sevrés, d'autres qui avaient 15-16 mois. Et ils sont à l'herbe, là, ils sont tous à l'herbe. Hein. Je vais les nourrir. L'hiver, ils vont rentrer manger du foin et puis de la luzerne un petit peu. Ils vont ressortir au printemps. Les plus vieux vont rester dehors tout l'hiver avec un abri. Et moi, c'est dans le but du jeu, c'est de les emmener à l'abattoir entre 4 et 5 ans. Pour avoir une viande adulte, quoi. Et ouais, pire que ça, c'est que j'ai acheté un vent, parce que moi, j'ai un pick-up pour aller travailler chez les gens, parce que je traîne une cage de contention qui est assez lourde. J'ai acheté un vent tout neuf pour aller chercher les veaux ou les jeunes bœufs chez les producteurs, les ramener à la maison, et puis c'est moi qui les emmènerai à l'abattoir, à 50 km d'ici. Et puis voilà.
Moi, je veux produire de la viande comme j'aime la manger. La même que celle Mhm. que je veux manger. De l'herbe, de l'herbe, Mhm. de l'herbe, de l'herbe, des oméga 3, des oméga 3. Toute la saloperie, j'en veux pas. Voilà. On est capable de le faire, hein. Il n'y a pas de souci, Ouais, hein. Sans tout à pesticides, fait. sans engrais, sans rien, hein. Sans rien, 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 Bah rien. oui, parce qu'en fait, on s'est tellement éloigné de la réalité, si tu veux. Il y a encore quelques années, souviens-toi, le scandale de la vache folle, on a fait penser qu'on pouvait faire manger de la viande à des herbivores. C'est totalement stupide. Il y en a dans l'autre sens, ils sont en train de faire manger des végétaux à des carnivores. C'est-à-dire, nous, ils veulent nous faire croire qu'on est des véganes, qu'on est fait pour bouffer de l'herbe, et on voit tous les problèmes de santé qu'on a catastrophiques. Les études, elles tombent toutes les semaines en mettant attention, régime vegan, alors pour plein de problèmes. On voit les gens entre 10 et 15 ans, comment ils arrivent à se détruire la santé avec ça. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est de voir autant de véganes qui sont depuis 10-15 ans dans ce régime-là. Ils se sont littéralement défoncés la santé, puis ils passent sur un régime carnivore pour retrouver la santé. On passe d'un C'est ça. extrême à nous. Et donc, les humains qui sont principalement des carnivores, même si on n'est pas des carnivores exclusifs, on a voulu nous faire croire qu'on est fait pour manger de l'herbe. Et puis les bœufs qui sont, eux, des herbivores exclusifs, on a fait croire qu'ils pouvaient manger de la farine de viande, de poisson, de tout ce que tu veux. Et on voit le Ouais. scandale qu'il y a eu derrière. Voilà. Une farine de céréales, hein, c'est pareil, hein. C'est Même terrible, hein. chose. Ah Oui. ouais, c'est terrible. C'est terrible. Non, non, c'est fini tout ça. Faut que ça change, mais ça changera pas, hein, on aura du mal, hein, mais bon, il y a toujours des gens qui vont dévier, qui vont nous suivre un petit peu. Ben, c'est tant mieux pour leur santé à eux et puis pour leur famille, parce que, mais, Honnêtement, je pense que le changement, la seule solution pour moi, à mon avis, hein, c'est que des gens comme toi, qui sont des passionnés, qui ont envie de faire des choses, s'engagent à le faire, se réunissent pour mutualiser des coûts, parce qu'il y a des choses avec des coûts incompressibles qui sont trop lourds pour une personne, typiquement une plateforme de vente, des frigos, un site internet, enfin tout ça, la logistique, et offrir une offre qualitative aux gens en direct. Maintenant, on a des moyens de transport rapides. Tu vois, aux bah oui, États-Unis, par exemple, tu as FedEx ou UPS qui livrent en frais. De tous les États-Unis, ils livrent en 48 heures. Je peux me faire livrer des œufs de saumon d'Alaska, livrés en 48 heures chez moi au Colorado. Voilà, ça les existe. États-Unis, c'est plus que la France, hein, c'est 50 fois la France, un peu plus, donc, Oui, mais c'est si pas tu vois, quand tu as connecté la production avec la logistique, tu peux offrir ça sur toute la France rapidement, en 24 heures, c'est livré partout. Et mais donc, ils du le font coup, ici en France. Avec le voilà. chronophresh, ils le font. Mais c'est ça qu'il faut faire. Pour moi c'est ma façon de voir les choses, parce que là, du coup, tu connectes directement le producteur au consommateur. C'est ça. Tu as un contact direct avec tes clients, tu peux leur raconter des histoires sur comment toi tu travailles, ils peuvent venir voir comment tu travailles, et là, du coup, il y a un lien direct. Et il y a plein de Mmh. métiers, que ce soit les produits laitiers, les fromages, le beurre, la viande, les légumes aussi, pourquoi pas, etc. Tout ça, ça peut se connecter avec, en dehors de tout label finalement, parce qu'on s'en fout des labels, on voit très bien comment ils peuvent être contournés. On a du bio qui est parfois littéralement de la merde, et des choses qui ne Mmh. sont pas labellisées, qui sont excellentes. Donc, faut Mmh. retourner aux fondamentaux, et pour que les gens puissent s'achalander facilement, parce que aujourd'hui, on voit ce qu'il y a dans les supermarchés, on voit les monopoles, on voit les produits standardisés, on voit tout ça. Il n'y a pas moyen de s'en sortir si on ne connecte pas le producteur avec le consommateur directement. C'est ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. Faut laisser les supermarchés de côté, il faudrait même plus y aller du tout. Ça serait bon. Mais bon. Bah, c'est vrai qu'après, quand tu es par exemple, toi, enfin, moi, je suis en carnivore aussi depuis longtemps. C'est clair que les supermarchés, à part chercher du sopalin ou des trucs comme ça, il n'y a plus besoin d'y aller beaucoup, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais encore le sopalin, moi j'en ai besoin pour mon boulot. Je le fais venir par internet et puis c'est bon, ça j'ai pas besoin de me déplacer. Et l'eau, je vais la chercher au drive. Je veux pas rentrer dans ces bazars-là parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que quand on voit tous les gens, comment ils sont dans des problèmes de santé, comment les gens sont obèses, hein, c'est terrible, 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 hein. Je sais pas comment ils peuvent faire, les gens. Et quand tu regardes les caddies qu'ils prennent, c'est des pizzas, bah, c'est des saloperies, hein, que des Bien cochonneries, sûr, hein. bien sûr. Mais enfin, si tu veux, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, tout ça, bon, ça s'est passé, mais clairement, il y a une masse de désinformation, que ce soit dans les médias, les médecins de plateau télé, et même les médecins tout court. Il y a une désinformation complète pour entretenir tout ça. Si tu veux. J'arrête pas de le dire, on n'est pas dans un système de santé, on est dans un système de maladie, parce que la maladie ramène de l'argent et que la santé en ramène pas. Voilà. C'est ça. Tu La vas carte pas vitale. avoir un syndicat de producteurs de produits laitiers et de bœuf qui va s'associer pour diffuser un message de santé vers ces aliments-là. Ça n'existe pas, ça. Par contre, Ça, Big Pharma, l'industrie agroalimentaire, elle a des milliards à déverser en publicité, en conférences, en tout ce que tu veux, pour désinformer tout le monde. Tu vois, c'est ça. Mais un c'est diabète ça. de type 2, on dit aux gens, continuez à manger vos glucides, vous inquiétez pas, on a l'insuline qui va avec. On leur dit pas, supprimez les glucides, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'insuline. Hein. Non, même Parce pire que que c'est ça, hyper c'est qu'ils vont important. dire, vous avez ouvert en insuline, mangez du sucre, surtout, mangez du sucre, hein. Allez-y, allez-y. Exactement. Mais parce que moi, j'ai des clients qui ils sont diabétiques, hein, et j'ai beau leur dire, hein, mais je dis, mais mange un peu comme moi, tu verras, mais, pas aussi strict que moi, mais mange des légumes un peu, et puis,
Bah, je cite les noms des légumes, et la viande, et du poisson et des œufs, et tu dis, ah, ça va se passer. Hein. Non, 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 c'est pas possible, le médecin a dit que, je décide de quoi le médecin. Il y en a qui vont dire, ouais, mais le médecin, il a fait des grandes études. Ouais. Le médecin, c'est pas parce qu'il a fait des grandes études qu'il sait tout. Hein. Il se remet Le pas en cause. médecin, il est extrêmement pointu dans certaines pathologies. Il est extrêmement pointu dans les remèdes Oui. produits par Big Pharma dans ces pathologies, mais sinon, il ne sait rien. Et je peux le dire clairement parce que moi, j'ai des dizaines de médecins que j'ai formés moi-même au régime cétogène, y compris même un professeur de médecine. Parce que quand tu es professeur de médecine, que tu as enseigné la médecine toute ta vie, et qu'à la fin de ta carrière, tu fais un cancer, et que tu sais Oui. très bien ce qui se passe au niveau de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et que tu t'intéresses au régime cétogène et que tu sais rien, eh ben, ils se tournent vers moi. Ouais, c'est Ah, ça. c'est pas une victoire pour moi. Clairement, c'est pas une victoire. Parce que pour moi, c'est juste le symbole qu'au niveau du système, nous sommes dans un système défaillant. Mhm. Parce que c'est pas normal que des gens qui ont fait 10 ans d'études de médecine ne sachent rien sur ce Je qui peut pense clairement qu'ils les guérir. ont plaisir d'entretenir la défaillance. Je pense qu'ils aiment ça. Hein. Ça les fait vivre. Hein. Ils sont pas cons. Hein. Oui, oui, Ils bien sont pas sûr, cons. bien sûr. Et c'est grave parce que. Enfin, ça va au-delà de ça, parce qu'il y a des cyniques. Hein. Il y a des cyniques qui savent que ce qu'ils font, ça sert à rien. Je vais vous donner un exemple. La chirurgie bariatrique, par exemple, pour les gens qui sont obèses, on sait très bien que ça marche pas. Hein. Et les gens qui font de la chirurgie, c'est-à-dire concrètement, ils ouvrent les gens. Hein. Ils ouvrent. Ils Oui, je font une sais. chirurgie invalidante à vie et ils voient 5 ou 10 ans après le même patient qui a repris tous ses kilos. Il faudrait être con pour pas voir que ça marche pas. Ou ils se Bon, détruisent, parce qu'il y en a un paquet qui se suicide aussi dans ces gens-là. voilà. Et ça, c'est C'est un gros incroyable. business. Hein. On est quand même en France, de mémoire, je crois que c'est 60 000 opérations par an. Hein. Remboursées par la Sécu, bien sûr. C'est du gros business. Bon. Donc là, ils le savent, c'est cynique en fait. Ils savent que ça marche pas, mais ils le font. Bon. À côté de ça, moi, je ne comprends pas, si tu veux, que les gens se disent ce qu'on fait, ça marche pas. Il y a de la littérature qui prouve que d'autres choses fonctionnent, il faut qu'on essaie autre chose. Donc, il y a un moment donné, il y a un vrai aveuglement qui fait que ces gens-là font comme tous les autres, un truc qui marche pas, mais comme tout le monde fait un truc qui marche pas, ça se voit pas, Ouais, c'est ça. ça s'arrête là. Et on met le Ouais, c'est ça. cerveau le soir en veilleuse, on fait semblant de ne pas voir la réalité. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est sûr. C'est certain que c'est ça. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Puis les hôpitaux sont pleins de. Il y a des malades qui pourraient être chez eux plutôt que d'être à l'hôpital et qui seraient en bonne santé aujourd'hui, hein, s'ils mangeaient un peu comme nous. Hein. Et ça, Oui, bien sûr, non, non, bien sûr. c'est terrible, Surtout que terrible. c'est pas comme si c'était quelque chose qui n'était pas scientifiquement documenté. Le régime cétogène, il a plus d'un siècle de production de littérature scientifique. Tous les médecins qui ont envie d'essayer ça, ils ont de la littérature sur laquelle s'appuyer. Oui, Tu oui, vois, par exemple, tout à fait. un truc bête, le diabète de type 2, parce que c'est vraiment une maladie bête pour moi. Tu es médecin, tu te dis, voilà, je voudrais accompagner mes patients pour essayer, au moins pour les volontaires, ceux qui veulent se passer d'insuline. Voilà comment on fait au niveau des médicaments, voilà comment on réduit les doses d'insuline, etc. Tout ça, c'est documenté. C'est déjà là pour celui qui veut le faire. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce que, comme tu dis, C'est une ils des- perdent un client, quoi. c'est ça. Mais c'est une des maladies qui se guérit le mieux pourtant. Hein. Le diabète de type 2. La première étude sur le régime cétogène, scientifiquement, dans une publication scientifique officielle, c'est 1920, la première. C'est avant les problèmes d'épilepsie. Et c'est pour le Ouais. diabète de type 2, 1920. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parle, nous avons 104 ans de littérature scientifique sur le régime cétogène et le diabète de type 2. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de diabétiques dans le monde. C'est incroyable. Et ça fait qu'exploser et le marché est assuré pour les prochaines décennies. On va passer en 2050 les 1,3 milliard d'êtres humains sur Terre diabétiques de type 2. L'insuline va coller à flot et il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. C'est surtout ça. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et tu prends tous tes clients, je vois bien la population à laquelle tu t'adresses, qui ont travaillé toute leur vie, parfois tôt le matin, parce que quand on a des animaux à traire, etc., c'est des grosses journées. Ils se sont farcis beaucoup de sucre, beaucoup de glucides parce qu'ils étaient stressés, les crédits à payer, etc. Ils ont 60 ans, puis l'infirmière passe tous les jours pour leur injecter l'insuline. Ces gens-là, ils retirent le pain, les pâtes, les patates, le riz et le sucre de leur alimentation. C'est-à-dire qu'en C'est gros, fini. ils mangent les légumes de leur potager parce que souvent, ils font leur petit potager. Ils mangent Ouais. leur viande, ils mangent leurs œufs, ils mangent leur fromage s'ils veulent manger du fromage. Et il n'y a plus de diabète. Hop, Non, c'est ça. disparu. Je sais bien. C'est trop simple pour être vrai. Hein. C'est trop simple pour être vrai. Hein. Ils ont du mal à croire. Hein. Parce que de toute façon, ils vont toujours trouver une excuse. Hein. Les patates, c'est bon. Les disent, les patates, c'est bon. Les pâtes, c'est bon. Ouais. Tout est bon, hein, c'est sûr. Hein. Et quand tu veux pas changer, bah, tu changes pas. Puis voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait, bien sûr. Mais Ouais. souvent, les gens regrettent quand les problèmes arrivent, parce que le diabète, c'est bien beau. Au départ, on se fait juste injecter de l'insuline. Et puis après, c'est l'imputation, c'est les problèmes Oui. de cécité, c'est l'insuffisance rénale. Et là, ça devient un peu moins rigolo, là.
J'en connais, hein, j'en connais un par chez moi, auprès de chez moi, là, qui s'est fait amputer, qui est en dialyse maintenant. Il mangeait plein de sucre, il buvait beaucoup d'alcool. Et ben, voilà où il en est, c'est exactement ça. Ça commence par des pores cicatrisés, puis après, c'est parti, infection, puis il coupe. Après, c'est les reins. Puis quand les reins sont pris, c'est beaucoup plus grave encore. Hein. Bon. Et là, moi, je tiens juste à signaler qu'il n'y a aucune malchance là-dedans. Hein. Il y a des gens Non, désinformés qui ont mangé de la merde et ouais, qui récoltent les problèmes de leur bouffe de merde. Point. c'est ça. C'est pas une histoire de malchance là-dedans. Non, Hein. non, Ils ont désolé. récolté leur mode de vie malsain. Ils changent de mode de vie malsain, ils inversent tout ça. Point. C'est ça, c'est ça. Bah, tu vois, moi, en parlant de ça, tiens, j'ai oublié de te le dire, mais quand j'ai fait mes prises de sang, là, Boris, il m'a dit que j'étais sans doute en stéatose hein, quand je faisais ça, mec. Oui, bien sûr. Avec 2 Très kilos jaune, de hein. miel par mois, ça ne devait pas être mal. 2 kilos de miel par mois, j'ai fait ça, je bois en même temps. Puis ça m'arrivait même des fois à la cuillère, à la petite cuillère. Hop, j'avalais ça. Hein. Ah oui. Le sucre, c'est une vraie drogue, hein, c'est une catastrophe. Hein. Et non, Ouais. c'est fini. Ouais, mais en plus, différents sucres, parce que le miel est riche en fructose. Hein, Ouais, c'est ça. c'est, pour la stéatose hépatique, il n'y a pas à tortiller, c'est d'abord le fructose, principalement. Et donc, il y a une différence entre manger 100 grammes de glucides sous forme de riz blanc, par exemple, Oui. il n'y a pas de fructose dedans, et 100 grammes de glucides avec 80% de fructose. Mm. Voilà, ça, c'est déjà la clé là-dessus. Par contre, ça faisait 24 kilos de miel par an. Je le mangeais. Ah, non. Là, c'est fini. Plus rien. Rien. C'est même pire que ça. Si je prends le pot de miel pour mettre certains pour ma copine, si j'ai du sucre sur la main, je vais me laver les mains. Mhm. Tu vois, c'est pour te dire, Oui, bien sûr. je suis complètement dégoûté. Mhm. Complètement dégoûté. Et avec toute Ça va. cette réussite, est-ce qu'il y a eu une personne autour de toi Ah ouais, j'en ai eu une que Ah, tu connais, qui a suivi ta formation. Il s'appelle Charles, je te dirai pour son nom de famille. C'est un client parce que c'est son fils qui est installé maintenant en ferme. Et puis un jour, je me pointe chez lui, il me dit Pierre, qu'est-ce que t'as fait pour maigrir? Ah bah, moi, je lui ai expliqué. Hein. À ce moment-là, j'étais pas en cétocarnivore, j'étais en cétogène avec les légumes. Quoi. Et lui, il avait un problème de prostate et tout ça. Ça a fait qu'un tour dans sa tête parce que son oncologue lui avait dit une fois il faudrait que vous mangiez un peu moins de sucre, monsieur. Et donc, ça a fait qu'un tour dans sa tête. Et puis voilà, puis il a suivi l'alimentation cétogène. Aujourd'hui, il est en cétocarnivore comme moi. Et l'autre jour, je suis allé bosser chez lui. C'est devenu un copain, un ami. Il m'a dit je peux te dire merci, Pierre. Tu m'as rendu un sacré service. C'est le seul. Et autrement, j'ai un autre qui est salarié dans une ferme qui mange beaucoup moins de sucre, qui a perdu 13 ou 14 kilos, mais qui mange toujours des légumes et tout ça, enfin, toujours des fruits un peu sucrés, tout ça, mais qui a perdu 14 kilos quand même. Et qui se trouve en bonne santé, quoi. Mais lui, il veut pas aller plus loin. Mais moi, j'ai un copain qui a vraiment tout changé. Hein. Je suis vraiment content pour lui. Puis il peut de la santé, il fait des trails, tout ça, sans borne, tout ça. Donc, à 70 ans. Hein. Donc, c'est beau. c'est Non, c'est beau. satisfaisant de pouvoir dire en quelques mots, j'ai donné des pistes pour que quelqu'un aille mieux. Il y a une Oui. vraie satisfaction à ça. C'est pour ça que je suis un peu frustré quand je vois des gens comme toi avec une telle réussite et finalement l'entourage, tout ça, ne sont pas assez ouverts pour comprendre que c'est la voie à suivre. Quoi. C'est toujours Ouais, triste c'est parce ça. qu'on voit des gens qui sont autour de soi, on sait, moi j'en ai plein aussi, hein, attention, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a plein de gens que je connais autour de moi qui ne sont pas du tout dans un régime cétogène, qui ont des graves problèmes de santé, qui font strictement rien. Je sais statistiquement par avance ce qui va se passer, et malheureusement, je ne peux rien pour eux. Quoi. Et ça, c'est toujours Non, triste. ouais, et puis, moi, j'insiste pas, hein, quand des gens me parlent, je leur dis, puis, ah ouais, moi, j'aime pas ça. Non, c'est trop dur. Ouais, j'ai dit, bah, tu choisis ta vie que tu veux choisir, et puis voilà, hein, c'est tout. Mmh. Après, moi, Mmh. j'arrête, ça sert à rien. On va pas se disputer pour c'est pas des conneries, mais on va pas se disputer pour ça, quoi. Je veux dire, s'ils ont pas envie, ils ont pas envie, hein, c'est pas un problème, hein. Bon, Mmh. c'est comme ça, il faut faire avec, hein. Tu Malheureusement, peux, on n'a pas le choix. les On gens peut croient trop les donner des médecins et tous ces informations. gens. Les gens croient trop les médecins et tous ces gens-là, donc, ils croyaient les Mmh. médecins, et puis c'est bon, hein, de toute façon. Les médecins travaillent, ils vont pas couper la branche sur laquelle ils vivent, donc, voilà. Non, non, bien sûr. Enfin, moi non plus, je vais pas me fâcher pour ça, donc, voilà. Non, non, Je réponds Tim aux Noakes questions, je l'avait dis déjà rien. publié, mais Tim Noakes avait dit, et je suis d'accord avec lui, même s'il n'a même pas été assez loin, que globalement, si les gens retournaient sur ne serait-ce qu'un régime cétogène, sans même parler de céto-carnivore, un truc relativement simple, hein, Oui. donc en retirant toutes les sources de glucides, c'est 80% de patients en moins pour les médecins et les Oui. hôpitaux. Ah, c'est ça. 80%. C'est énorme. 80% des maladies directement liées à l'assiette. Quoi. Donc t'imagines, si tu perds 8 clients sur 10, ce qui se passe, quoi. C'est... Tu Quand on vois, voit les on te médecins parle qui des déserts médicaux, on te dit qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. c'est ça, Mais là, ce que je veux dire. si les gens sont en régime cétogène, avec pauvre en glucides, que tout d'un coup, il n'y a plus de rhumes hivernaux, il n'y a plus de gastroentérite, toutes ces conneries qui viennent occuper les salles d'attente pendant 6 mois de l'année. Mmh. Et puis après, toutes les pathologies type stéatose hépatique, hypertension, diabète de type 2, etc., qui globalement,
c'est les gros volumes, tout ça. Hein, les problèmes de cholestérol, se disant parce que cholestérol trop haut, 7 millions de Français qui prennent des statines. Tout ça, tu vires. Hein. T'imagines ce qui se passe au niveau des déserts médicaux. Il n'y a plus de déserts médicaux, en fait. Il ne manque plus de médecins, là. Il y aurait trop de médecins maintenant. Il y a trop de médecins. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais tu sais, on parlait de l'alimentation des vaches tout à l'heure, hein, je reviens là-dessus, mais moi je vois bien, hein, je vais travailler chez des gens qui sont en élevage intensif en 90% des cas, mais il y a beaucoup, j'en ai quelques-uns, 5 à 10%, qui sont beaucoup à l'herbe. Hein. Si j'avais des gens comme ça, moi, je viendrais pour ma croûte. Hein. Bah oui, Parce que ce qui me font beaucoup, c'est les gens qui sont en élevage intensif, les vaches qui mangent beaucoup d'amidon, beaucoup de céréales, et puis du soja à pleine gueule, quoi. Donc, ceux-là, les vaches sont malades. Hein. Ils se trouvent en fourbure aiguë, enfin voilà, on sait ce que c'est, quoi. C'est question d'histamine, enfin bon, voilà, quoi. Donc, c'est sûr que moi, chez les éleveurs bio, les éleveurs conventionnels, normal, qui mettent leurs vaches en pâture le plus possible, je vais de temps en temps voir une vache qui boite par-ci par-là, mais c'est rare. Quoi. Alors que là, j'ai du boulot. J'ai toujours du boulot. Mon planning 2025 est plein. C'est bien simple. Hein, j'ai fait 2026 et 2027. Les gens, ils programment déjà pour aller jusque-là. Parce qu'ils ont peur que j'ai trop de boulot pour ne pas pouvoir y aller. Donc, c'est incroyable, mais c'est comme ça, quoi. Bah oui, les animaux, en fait, c'est comme les êtres humains. Quand ils sont élevés en batterie, avec une nourriture de merde, ils sont malades. Et nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, quand on mange des fast-foods, quand on mange toute cette nourriture vide de micronutriments, très riche en énergie, riche en glucides, bah forcément, on est malade comme les animaux en batterie. C'est pareil. C'est ça, exactement. C'est la même chose. Hein. Puis les sols s'en portent que mieux. Hein. Les vaches les vieilles pâtures qui ont 25, 30 ans, là, qui a une biodiversité, là, tu peux y aller. Hein. Il y a des vers de terre, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Hein. Tu mets les poules, aller dans ces machins. Je connais un qui a des poules qui vont dans un champ comme ça. T'inquiète pas, ils font des beaux œufs. Hein. Mais non, il faut. Puis tu vois bien, tout est fait pour. Hein. L'Europe, ils veulent pour les primes, mais il faut retourner les prairies de plus de 5 ans. Il ne faut pas qu'elles aient 5 ans, sinon on touche plus la prime, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est une aberration complète. Hein. C'est une aberration complète. Hein, mais... Ah, complète. Mais le vrai problème de l'agriculture, en fait, les paysans courageux et visionnaires, pour moi, il faudrait qu'ils sortent complètement de tout le système. Mais ils ne peuvent pas légalement. Il faudrait dire vos primes pactes, vous les carrez où je pense. Vos réglementations, vous les mettez où vous voulez. Voilà. Moi, je connais bien ça. Toutes les conneries, les éco-phytos qui leur ont fait faire, toutes ces conneries-là, c'est n'importe quoi. Mais ça a été designé pour l'industrie à la base des produits phytosanitaires et l'industrie agroalimentaire. Ça n'a pas été fait pour le monde agricole, ça n'a pas été fait pour les paysans, ça n'a pas été fait pour les prairies ou pour le bien-être animal, ni pour la qualité alimentaire. Voilà. De toute façon, c'est clair, hein, c'est l'industrie agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. C'est ces deux-là qui gagnent le plus d'argent dans tout ce système. Tout, c'est incroyable, c'est inimaginable. C'est ça qui est exceptionnel aux États-Unis. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays. C'est qu'ici, alors bien sûr, jamais rien n'est parfait, mais t'es libre ici. Ici, je te dis, moi, demain, j'achète 200 hectares, je mets des animaux en pâturage non vaccinés, je les fais abattre sur place, dépecer sur place, découper sur place, et je les envoie où je veux. Dans quel autre pays je peux faire ça? Si je fais ça en France, tu vas en tôle tout de suite. Voilà. Donc, à un moment donné, la liberté, elle est beaucoup plus large ici. Hein. Oui, je sais bien. Alors, il y a des conneries, tu vois. Je te donne un exemple. Dans chaque État américain, tu as une réglementation sur les produits au lait cru. Donc, il n'y a pas une réglementation pour tous les États-Unis. Chaque État a sa norme. Alors, par exemple, je vais au Texas ou je vais au Wyoming, j'ai tout ce que je veux en lait cru ou je veux dans les magasins. Au Colorado, ils ont encore une vieille loi à la con qui interdit la vente de produits au lait cru de moins de 30 jours. Alors, ils sont en train de la réformer. Alors, il y a toujours des passe-droits. Tu peux acheter, par exemple, des. C'est là que c'est rigolo parce que tu as la loi qui te dit ah ouais, les produits laitiers, moins de 30 jours, je peux pas. Typiquement, un camembert lait cru fait sur place, je peux pas. Bon, alors, je fais comment? Eh bien, j'achète une part dans une ferme. Et là, tout ce qui est fait dans la ferme, j'ai le droit, tout ce que je veux. Je court-circuite le truc. Tu vois, autre anecdote, par exemple, moi j'aime beaucoup je fais du kéfir de lait. Tu prends du lait cru, tu le fais en kéfir. Bah, le kéfir de lait cru, ici, pour les êtres humains, il est interdit. Par contre, tu vas au supermarché et tu as kéfir de lait cru pour les animaux. Donc, ton chat et ton chien, ils ont le droit de boire du kéfir de lait cru. Mais il n'y a pas d'étiquette qui dit que toi, tu n'as pas le droit de le boire non plus, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois le passe-droit? Ça, c'est typiquement américain. C'est-à-dire que tu as une loi très rigide qui te dit au Colorado, interdiction de vendre du kéfir de lait cru. Pour les humains, pas pour les chats. Ah, mais c'est les États-Unis, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, tu as la loi au début, tu te dis, oh, c'est rigide ça. Et finalement, ah ben non, finalement, on peut y arriver quand même. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, mais chaque fois que je suis aux États-Unis, je me suis rendu compte. Je suis allé 3 fois aux États-unis, je me suis rendu compte à chaque fois. C'est incroyable. Le pays des extrêmes, quoi. C'est fou.
D'ailleurs, j'ai un ami, j'avais publié un témoignage, c'était un vétérinaire bovin belge qui était spécialisé sur les inséminations, etc. Et il s'est installé il y a. Et donc, j'avais publié son témoignage, il était passé en keto il y a au moins 8 ans sur le site. Il y a son témoignage complet. Et il s'est expatrié il y a 2 ans, il est dans l'Ohio maintenant. Et il s'est spécialisé dans l'insémination dans l'Ohio. Voilà. Donc, il y a du boulot pour tout le monde ici. Mais le gros avantage, c'est que si tu as une idée précise qui défrise un peu tout le monde, hop, ici, tu peux la faire quand même. Pas ici, pas chez nous. Tu vois, tu parles d'insémination par l'éleveur aujourd'hui. Ici, ça s'est démocratisé, mais il y a combien de temps? Il y a pas longtemps. Hein. Moi, j'ai commencé à inséminer les vaches en 2001. J'étais un des tout premiers. Enfin, je n'étais pas le premier, mais il n'y en avait pas des centaines derrière moi. Quoi. Tu vois, c'est fou, quoi. Ici, ils veulent tous avoir le monopole de tout. De toute façon, oui, les chambres d'agriculture. Tu vois, à côté de ça, tu as un retard phénoménal. Tu parlais de GRCS tout à l'heure. Sur les GRCS purs en A2, avec les doubles allées. Eh bien, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, tu as de la GRCS A2 pure, c'est-à-dire pas de casine A1 dans le lait. Ils ont des troupeaux à 100% A2. Mais en France, tu ne l'as toujours pas. Eh ben, le jour où tu as un éleveur qui va se dire, moi, je fais un petit troupeau, on peut commencer petit, il fait un petit troupeau, mais il certifie que toute la production, elle est A2, ben, il y aura un marché. Parce qu'en face, tu as des gens qui ne tolèrent plus les produits laitiers à cause de cette casine A1. Voilà. Ouais, c'est ça. Même les gamins, hein. Oui. Tu prends du lait noir ou du lait de Jersey, c'est pas la même chose. Donc, tu te rends compte, quoi. Il y en a qui pensent au lait de chèvre, ils pensent au lait de Jersey, ça fait la même chose. Hein, c'est du A2, donc il n'y a pas de souci, quoi. Exactement. Et beaucoup sont partis sur la chèvre justement à cause de l'impossibilité de trouver la certification que c'est bien une casine A2 dans le fromage ou dans le produit laitier en question. C'est ça, exactement. On est bien d'accord. Ouais, donc même là, il y a des choses à faire. Et pourtant, la France, le pays du fromage, il y a des choses à faire, quoi. Tu vois, oui, mais je pense qu'ils veulent pas aller chercher plus loin que ça. Ils veulent pas s'emmerder avec tout ça. Je pense pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Ça doit pas gagner assez d'argent derrière. Il doit y avoir quelque chose. Je sais pas. Mais ça vaut des fortunes. Ici, tu vois, j'ai des producteurs de fromage au Colorado qui te font. Alors, c'est souvent quelque chose qui ressemble à des tomes, tu vois. C'est jeune, ça a 4 mois, 6 mois, etc. Certifié, garanti, sans casine à 1 dedans. Mais ils te vendent ça le double des autres fromages. Donc, les marges sont là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. En France, un comté fruité jeune, tu vas l'avoir à 14-15 euros le kilo. Un comté un peu plus affiné, tu vas avoir ça à 25-28 euros le kilo. Imagine que tu peux vendre un comté, même process, A2, sans casine à 1, à 40 euros le kilo. Moi, j'ai acheté du comté 44 mois ou 46 mois. Là. J'ai trouvé un 29 euros le kilo. Ouais. Mais Oui, bien c'est sûr. bon. Tout le monde n'aime pas ça. Mais alors là, Ah bah oui. c'est délicieux. Hein. Ça et le parmesan, les deux, là, c'est terrible. Mais le comté, moi, c'est terrible. Je me retiens parce que j'en boufferai plus. Hein, mais... Non. Voilà. Non, il y a des choses à faire. Pour les gens qui veulent s'installer, retrouver des marges, parce que l'agriculture, ça coûte cher, les gens ne se rendent pas compte, mais le matériel coûte cher, les installations coûtent cher, les sols coûtent cher, etc. Donc, il faut bien faire du volume. Moi, je dis qu'il y a vraiment un marché à contenter qui aujourd'hui n'existe pas avec ces produits, que ce soit de la viande à l'herbe, des produits laitiers à deux. Quand il y a eu le Covid, là, les gens, ils allaient tous chercher beaucoup local. Parce que moi, j'avais des producteurs qui font du fromage, qui font de la viande. Bon, ils ont monté leur chiffre d'affaires de façon astronomique. Et puis, je leur avais dit, les gars, ils m'avaient demandé, je dis, vous savez, si tu en gardes 10% de cela, tu verras. Ben, ça se vérifie. Hein. Les gens sont retournés tous dans les supermarchés parce que c'est moins cher. Hein. La qualité, ils s'en foutent. Hein. Ils veulent acheter du pas cher, Bien sûr, l'immense majorité des gens s'en foutent royalement de la qualité, ils s'en foutent de savoir comment les animaux sont élevés, etc. Mais il y a un petit marché grandissant de gens qui se focalisent. Du coup, ils sont disséminés sur toute la France, par exemple. Donc, il faut pouvoir les livrer. Voilà. C'est ça. Et oui, comme tu dis, il y a un petit marché grandissant. Ça, c'est sûr. On le sent bien. Hein. Moi, je le sens bien en campagne. Hein. Oui. Je vois bien. Hein. Mais c'est dur. Faut arriver à tenir le choc contre tous ces pots de fer là qui sont en face de nous, hein, tous ces gros industriels. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut s'unir. Je pense que désunis, c'est pas la peine, ça coûte trop cher. Unis, tu vois, par exemple, au Colorado, tu as une petite coopérative qui s'est faite. Ils livrent dans tout le Colorado. Et c'est qu'un groupement de produits locaux, que ce soit des végétaux, des produits animaux, etc. C'est top qualité. Et les gens se font livrer les paniers à la maison. C'est local. C'est bien ça. Et le Colorado, c'est un État particulier qui est très orienté sur la santé. On a le taux d'obésité le plus bas des États-Unis, etc. Donc, ce n'est pas un État qui est révélateur de ce qui se passe partout aux États-Unis.
Mais je suis persuadé que parce que la France, c'est un petit pays, tu vois. C'est comme le Colorado, en fait. Colorado, il y a 5 millions d'habitants, mais c'est pas beaucoup plus petit que la France, quoi. Tu vois la taille de l'État. La France, tu traverses nord, sud, est, ouest en une journée, donc c'est un petit pays, en fait. Il y a moyen de faire une logistique pour livrer dans toute la France avec des produits frais. C'est ça qu'il faut faire. Ah oui, ça existe, hein, il y en a, mais après, les gens veulent pas. Un euro, c'est un euro. Hein. C'est un euro, c'est un euro. Il faut vachement. C'est incroyable. Oui, hein. mais Moi, de l'autre côté, tu as des gens, ils n'ont pas le choix. Tu vois, par exemple, quand tu es intolérant à la casine à 1, il te faut une casine à 2. Donc, même si tu as des coûts de production plus élevés et que c'est plus cher, forcément, parce que c'est ça des petits volumes, les gens sont prêts à le payer. Par contre, tu n'as pas un client juste à côté de chez toi, il peut être au bout de la France. Voilà. C'est pour ça que. Oui, non, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te disais, ils sont à 1 euro près, à 50 centimes d'euros près du kilo. Hein, mais c'est sûr que s'ils en avaient vraiment besoin, parce que leur gamin ne peut pas boire du lait de Holstein, ils prennent du lait de Jersiès ou du lait de chèvre. S'ils faisaient venir de plus loin, ils le feraient venir, ça c'est sûr. De toute façon. Bon, ouais. Il faut se battre tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Quand tu sors du système, il faut se battre. Ah oui. Et pourtant, on est dans le vrai. Hein. Moi, je suis sûr qu'on est dans le vrai. Hein. De toute façon, si tout le monde était comme nous, il y aurait beaucoup, comme tu disais, il y aurait beaucoup moins de gens malades. Hein. Ouais, on voit les gens qui retrouvent. Retrouver une santé avec juste son assiette, c'est vraiment exceptionnel. Tu as des gens, moi j'en connais plein, j'ai formé des milliers de personnes au régime cétogène. Beaucoup ne veulent pas apparaître en face caméra, ils ne veulent pas témoigner en caméra, mais moi je connais les histoires des gens qui étaient vraiment au fond du trou. Même la médecine allopathique, il n'y avait plus de médicaments, etc. Ils ont trouvé une santé exceptionnelle juste avec leur assiette. C'est pas sorcier quand même. C'est ça. Donc il faut que ça se sache. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme nous, il y en a un peu partout. Il y en a quelques-uns en France quand même. Et puis il y a beaucoup de gens qui connaissent des gens comme moi, qui veulent pas absolument rien faire. Ils sont persuadés que non, c'est le hasard. Ceux-là, on peut rien faire pour eux. Ceux-là, on peut rien faire. C'est rien. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Moi, je travaille pour des gens déjà convaincus. J'amène des connaissances à des gens qui ont déjà eu le déclic, qui sont convaincus. Les autres, c'est pas la peine. Y compris, je te dis, j'ai des gens autour de moi, des proches que je connais depuis longtemps, et je sais qu'ils feront jamais rien. Ça va les emmener jusqu'au cercueil. Ils font rien. Ils savent qui je suis, ils savent mes compétences, mais ils veulent pas. Donc ça sert à rien d'insister, parce que là, c'est du coup des tensions inutiles. Par contre, les gens qui viennent te voir en disant oh, j'ai vu la santé que tu as retrouvée, moi j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, tu leur donnes des informations. Ceux-là sont déjà convaincus, il n'y a pas de problème, ils vont y aller. Tu vois mais il y a des gens, ceux qui sont malades, quand même, diabète de type 2, qui ont des maladies qui pourraient se guérir en changeant d'alimentation. Ça me fait mal au ventre tu leur expliques, ils te demandent, tu réponds aux questions, et puis tu voudrais bien les aider, mais ils veulent pas. Tu les laisses faire, mais bon, c'est grave, c'est triste. Quoi. C'est triste de se voir mourir, ça sent plus vite. Peut-être qu'on vieillira pas plus vite que les autres, mais au moins, on vieillira, comme dit Boris, on vieillira en meilleure santé, sans doute. Quoi. C'est ce qu'il faut. C'est le plus important. Puis bon, de toute façon, quand tu es en bonne santé, tu continues tes activités, tu remues, tu bouges, tu n'es pas sédentaire, donc tu vas forcément beaucoup mieux. Hein. Tu sais, le muscle, moi je connais plusieurs anciens à 85 ans, 90 ans qui étaient encore au travail, comme tu disais, qui pètent la santé. Hein, donc, bon, de toute façon, on sait très bien que l'obésité, c'est pour là qu'il va vieillir le mieux. Les gens qui vivent le plus longtemps, c'est des personnes qui sont un peu plus sèches. Hein, donc, oui, tout à fait. Non, tout ça, c'est totalement lié. Tu n'as pas de personne avec 40 kilos de trop qui est métaboliquement saine. Ça, c'est impossible. Non, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais chez les animaux, c'est la même chose. Hein. Moi, je compare souvent les vaches aux gens, mais c'est exactement la même chose. Hein. Quand tu vois des animaux qui sont gros, gras et tout ce que tu veux, ça ne vieillit pas, ça, c'est pas possible. Hein. Faut qu'ils soient un peu secs, hein, parce que et ça se passe pareil pour les vélages. Hein. Quand les vaches elles sont grasses, elles ont du mal à faire le veau. Là, c'est pareil. Hein. Chez les humains, c'est la même chose. Hein. J'arrête pas de le dire. Toi, tu connais, tu sais. Moi, j'avais eu une analyse vétérinaire sur l'analyse des profils gras du bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, à goûter, moi j'en ai déjà mangé une ou deux fois, c'est exceptionnel, le goût et tout. Mais de l'autre côté, c'est un animal qui est malade, qui a été engraissé avec des céréales pour devenir très gras. La graisse, elle est dans le muscle. Alors, c'est ce qui fait ses qualités organoleptiques, il est génial. De l'autre côté, au niveau métabolique, c'est très mauvais. C'est un bœuf qui est pro-inflammatoire et le profil lipidique de sa graisse nous indique qu'il est en pleine inflammation, ce bœuf. Alors, je connais un éleveur tout près d'ici qui engraisse ses bœufs de Kobe uniquement qu'à l'herbe. Uniquement qu'à l'herbe. Il faut les tuer entre 4 et 5 ans. Il les laisse à l'herbe, il les vieillir 4-5 ans. 5 ans. Il faut les laisser vieillir. C'est tout. Mais il arrive à avoir. Parce que tu sais, il y a une grille de persillage selon la marbrure. Moi, j'en ai acheté chez lui, elle était bien persillée. Hein. Parce que le bœuf de Kobe, celui qui est fait au Japon, déjà, c'est que de la céréale. Et il y a de la bière, enfin, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Et en fait, dans le muscle, tu es à quasiment plus de 50% de gras
par rapport aux Oui, muscles. Hein. oui, C'est oui. vraiment quelque chose de. Ah, tu sais, je suis ça de près aussi, moi. Mais j'ai vu sur YouTube, hein, puis même pas très loin de chez moi, des gens, ils ont des boîtes de Kobe, ils sortent pratiquement jamais dehors, ils sont nourris, comme tu dis, aux céréales à longueur de temps. Hein. Oui, Du foin avec des céréales, des céréales, des céréales, de l'amidon de maïs et tout ça, mais c'est de la cochonnerie possible, hein, ça c'est sûr. bien sûr, Mais bien sûr. là, le gauche que je connais, ils sont dehors, hein, les bœufs. Là, il y en a qui sont restés dehors tout l'hiver. Hein, il m'a dit, ils sont repartis au printemps. Là, ils croyaient les tuer au mois de décembre, ils vont être battus avant, tellement parce qu'ils ont la graisse de chaque côté de la queue. Ils ont qu'à l'air, que de l'herbe, hein, que de l'herbe, que de l'herbe, que de l'herbe. C'est ça que Ouais, je je connais. serais, je serais intéressé de voir le résultat parce que je vois aux États-Unis, ils en font ici au Colorado, c'est pareil, ils le vendent une fortune. Ils ont les méthodes d'élevage qu'ils ont au Japon. Mais si tu veux, pour moi, c'est le même principe qu'un foie gras. Techniquement, quand tu fais un foie gras avec un canard ou une oie, tu crées, pour faire simple, une stéatose hépatique. Bon, l'animal est prédisposé pour ça, pour Oui. la migration, etc. Mais tu vas pas l'engraisser avec des choses lean. Tu vas pas l'engraisser avec du gras, le canard, tu vois. Il faut Non, du non. maïs pour l'engraisser, ou il faut Oui. des glucides. Voilà. Oui. Si tu veux le Notamment faire des façon milices. originale comme les Égyptiens avec des figues, mais il va falloir du sucre, quoi. Il va falloir des glucides. Non, non, mais enfin, le gars, là, puis je suis persuadé, moi, hein, je pense que je vais essayer la même chose parce que moi, j'en ai acheté un ou deux de Kobe pour les engraisser des vaches. Et je vais faire pareil, hein, ça va être de la luzerne, il y aurait grand gré du trèfle, en ribanage, en déshydraté, enfin ça va. Surtout pas d'amidon, surtout pas d'amidon. Il faut les garder plus longtemps, il faut les garder plus longtemps, voilà, c'est tout. Hmm. Et les gens n'ont pas la Et patience ça de les aussi, garder c'est trop longtemps. pareil. La société veut qu'il y ait une rotation la plus rapide possible. Entre le moment où l'animal est né et le moment où il va à l'abattoir, plus c'est court, mieux c'est, plus c'est rentable. Et Ouais, c'est donc, ça. plus tu le laisses longtemps et moins c'est rentable. Donc, comme on C'est va dans ça. une société de rentabilité, ben voilà, Et moi, si c'est tu pas veux, ils fait. vont être engraissés à l'herbe. Les éléments fertilisants qu'il va y avoir, c'est le fumier qui va être épandu sur les prairies à l'automne, c'est tout. Hein. Après, le reste, ça va être que ça, moi. Hein. C'est que ça. Hein. Il est hors de question qu'ils mangent autre chose. De toute façon, j'en suis convaincu. Hein. Et puis, je vois bien la différence dans la viande, hein, de toute façon. Bah, écoute, je suis persuadé que si tu vends ta viande, tu auras de nombreux clients qui vont venir te la chercher parce qu'une viande d'une telle qualité, en France, c'est rare. Donc, Bah oui, oui. Puis, tu vois, la Georgienne, c'est une petite race, hein, mais qui fait de la super bonne viande. Hein. mhm. Bien persillée. Hein, si tu il faut les laisser vieillir, c'est toujours la même chose, 4-5 ans. 4-5 ans. Après, moi, j'ai un métier à côté, j'ai autre chose. Hein. Mais c'est sûr que je mange beaucoup de Georgienne en ce moment. Et puis, la Georgienne, il y en a un moment, je m'en suis rendu compte, la Georgienne, il faisait tuer à 2 ans. C'est de la cochonnerie. Hein. Moi, j'en ai Ouais. acheté chez lui, mais là, ils sont pour être tués, là, parce qu'il va arriver à 2 ans, il va rester encore 2 ans et demi dehors, c'est sûr. Bah, dehors et dans les bâtiments l'hiver, s'il fait du temps de chien, mais il est hors de question d'être tué avant. Hein. Ah non, je, puis moi, mes enfants, ils vont en profiter, c'est sûr. Et puis les gens à droite et à gauche, et puis si j'arrive vraiment, si j'en vends, j'en vendrai, c'est sûr. Si j'en ai trop, j'en vendrai. De toute façon, j'en aurai trop, c'est sûr. Parce que j'aime bien ça. Donc, tandis que je peux en avoir, pas pour faire un élevage intensif, mais pour les voir dehors et puis à pâturer, quoi. C'est un plaisir. Puis faire du foin de prairies naturelles, là, c'est le meilleur foin qui puisse donner aux vaches et aux génisses. Si tu prends, si les animaux, ils les engraissent, tu as des taurillons qui font 1500 grammes de croissance par jour, c'est incroyable. Hein. Mais ces bœufs-là, ils font quoi, 500-600 grammes par jour, c'est tout. Il faut les engraisser dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Puis voilà. Et puis quand tu vois, commence à avoir les bourrelets de suivre de chaque côté de la queue, là, la graisse de chaque côté de la queue, là, c'est bon, t'as gagné. Moi, les beurre dont je te parle, là, c'est sûr, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. Ah ouais, c'est. Mais bon, faut avoir un peu de Bravo. patience. Ça coûte un peu d'argent, mais la qualité n'a pas de prix. Hein. Je veux dire, c'est comme quand tu achètes n'importe quoi qui coûte pas cher. Hein, moi, j'achète des boîtes de super qualité contre le chaud et le froid avec des semelles renforcées et tout, et avec un peu d'argent. J'avais dit à la personne à qui j'avais acheté, la quincaillerie, j'ai dit, mais t'en vends pas beaucoup, Virginie? Elle dit, non, mais tu te rends compte, les paysans, c'est toujours trop cher. Ils vont t'acheter 3 paires de bottes, et puis la tienne, tu vas encore en avoir. Et puis finalement, c'est toi qui vas gagner des sous parce que tu vas devoir payer moins cher que les 3 paires de bottes. Quoi. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc, Ah oui, mais c'est. ça, c'est la société dans laquelle on va aujourd'hui, où maintenant, clairement, la merde jetable très rapidement, elle a pris la place à la qualité. Quand les gens ils achetaient un outil, moi, je viens de ma génération, mon grand-père il avait commencé à faire un coffret Facom dans les années 20, et il est parti en Ouais, Afrique avec. Et mon père l'a eu, moi j'ai travaillé avec. C'était un coffret Facom, et c'est transgénération, quoi. Maintenant, tu as des outils vendus sur Amazon, tu t'en sers 3 fois, ça vient avec un acier de merde et ça va à la oui, c'est poubelle. Et dans toute ta ouais, génération, tu vas avoir épuisé 80 clés de 12. ouais, c'est Alors ça. qu'à l'époque, ta clé, elle était garantie à vie, tu la cassais, on t'en redonnait une autre. Enfin, voilà. Voilà, Il faut les consommer, choses ont changé. consommer, 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 consommer Ouais, pour faire vivre tout ce temps-là, puis voilà, c'est terminé. Puis c'est après, ils vont ça. te parler du carbone, enfin d'un tas de choses, des Oui. gaspillages, mais c'est Bah, tu, phénoménal. tu parles justement dans ton métier, tu parles de l'élevage, tu parles de bœuf à l'herbe, des vaches qui sont élevées à l'herbe, etc. Quand on voit toutes les conneries qu'on a avec ça,
où on va t'expliquer que c'est des entreprises américaines qui vont faire pousser du soja au Brésil transgénique, que le soja transgénique est interdit en France, mais que le tourteau de soja transgénique sont autorisés. Donc, ils vont venir dans les ports européens, ils vont être par camion livrés directement chez les paysans. Alors, en plus, là-dessus, tu rajoutes toutes les céréales, le maïs, etc. C'est-à-dire que la marchandise, elle n'arrête pas d'aller à droite, à gauche. Et quand tu vois des étiquettes, tu les vois sur les réseaux sociaux, du genre né en Allemagne, élevé en Autriche, abattu en Italie, et puis consommé en France. Voilà, toutes ces conneries, en fait, tout navigue en permanence. Alors qu'à la base, tu pourrais très bien avoir dans ton village un éleveur avec ses prés. Les animaux sont sur place, ils sont tués sur place, découpés sur place et mangés sur place, et ils n'ont pas fait 1 kilomètre. Voilà, on Tu peut parlais avoir du ça. soja, mais il y a des camions de soja qui partent d'ici de Bretagne, qui vont jusqu'en Hollande. Et puis le chauffeur, il baigne le camion de soja là-bas, en Hollande, il reprend un camion de soja en Hollande pour le ramener ici. Oui, oui, bien Ou à sûr. Paris, la région parisienne, enfin je sais pas où, mais tu vois quoi. Oui, bien sûr. Quelle bêtise, quelle bêtise. Alors, Ah, mais ça, c'est partout. Enfin, les mouvements de marchandises, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qui font le tour de la planète pour rien, quoi. c'est ça, Et quand tu vois qu'ils ont été exactement. capables, apparemment, d'après ce que j'ai lu, je sais, faudrait vérifier le truc, mais je l'ai lu l'annonce, avec leur législation sur les transports, les échanges de marchandises, etc. Ils s'apprêtent à faire des transports vivants de moutons entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Ah bon? Vivants. Faut m'expliquer. Allô? En Nouvelle-Zélande, ils font du mouton, c'est bien. Bah, ils les tuent sur place, ils les mangent sur place et ça s'arrête là, quoi. Au pire, éventuellement, ils sont congelés et envoyés dans un conteneur C'est ça, réfrigéré. Mais qu'est-ce qu'on va faire bouger des animaux vivants sur la moitié de la planète? Il faut être complètement con, franchement. c'est la bêtise humaine. Bon, voilà. C'est la Alors qu'à bêtise côté de ça, si tu veux, moi, je peux comprendre. humaine. Certains pays, ils ont pas accès. Toi, par exemple, les avocats, ça pousse pas très bien en France. Bon, les fait venir du monde, le bout du monde, pourquoi pas. Mais des choses qui poussent sur place, qu'est-ce qu'on va se faire chier à les transporter? Ça n'a pas de sens, quoi. Oui, mais tout est comme ça. Hein. Tout est comme Hum. ça. Tout est comme ça. Tout est comme ça, de toute façon. C'est ça, et puis bah, c'est mis au congélateur. Et puis bah, tu manges des pommes toute l'année, tu manges des bananes toute l'année, tu manges des oranges bateau toute l'année. Tout est comme ça. Et puis tu manges finalement de la saloperie tout le temps. Au lieu de manger des légumes de saison pour ceux qui mangent des légumes. C'est vraiment, je trouve ça. Bah, C'est c'est pour vrai. ça que je le dis aussi que, malgré que je respecte le terme légumes de saison, mais pour moi, ça ne veut plus rien dire. Un agriculteur qui a un potager chez lui, qui va faire pousser ses tomates, ses salades, etc., ce sont des légumes de saison. Mais dire que des légumes de saison dans les supermarchés, ça n'existe plus. Tout a poussé sous serre, tout a poussé parfois hors sol, les tomates hors Oui, sol, les fraises hors sol, etc. oui, Donc tu peux avoir oui. ça 365 jours par an, ça a même plus. Le mot de saison ne veut plus rien dire, quoi. C'est pas parce que tu as une tomate au mois de juillet au marché qu'elle est de saison puisqu'elle vient d'Espagne ou de Hollande dans une serre qui est chauffée et que c'est la même du mois de Mhm. décembre. Ça n'a Ouais, pas c'est de ça. sens. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es. Enfin, les vrais mangeurs de légumes, quand tu manges une tomate, comme tu dis, ça se voit si elle est de serre ou si elle est d'or. Hein. Ah Ça bah n'a oui. rien à voir. Ouais, mais beaucoup de gens, ils savent même pas ce que c'est la vraie forme, toi. Quand tu as une cœur de bœuf un peu éclatée, que tu as récolté après le 14 juillet, de saison dans ton Oui, jardin, les gens n'ont pas cette référence-là. Comme dire, voilà, ça, c'est la vraie cœur de bœuf, la vraie à la base qui n'a pas été modifiée. Un truc qui a un goût exceptionnel, etc. Ça n'existe plus, ça. Les gens, ils ont goûté déjà une fausse corde de bœuf, parce qu'elle a été modifiée. En plus, elle a poussé sous serre, hors sol. Et quand tu la mâches, tu sais même pas ce que tu mâches, ça n'a aucun goût. non, c'est ça. C'est ça. Alors que quand ils vont prendre cette qui est cultivée dans le jardin, qui est un peu juteuse, ah, c'est sale, ah, ça coule, ah, elle est pourrie, ou je sais pas quoi, il y a toujours quelque chose, quoi. Alors que c'est la En plus. meilleure. Ouais, Ouais, c'est comme ça. C'est voilà. comme ça. C'est pour ça Enfin, qu'il y a beaucoup de bon. pédagogie à faire. Il faut réexpliquer. Et tu sais, moi, je suis pas pour opposer les gens, je suis vraiment pour les associer. Le producteur, que ce soit un éleveur, un maraîcher, tout ce qu'on veut, il doit être fier et ouvrir son exploitation aux clients. Le cuisinier, il doit être là pour sublimer ses produits. Donc, ils doivent se Oui, connecter aussi parce que je trouve ça inadmissible. Pour moi, c'est pas logique de voir des grands cuisiniers, par exemple, obèses. Ça n'a pas de oui. sens. Et Le pourtant, gars, il y il en a. cuisine. Donc, alors, ça veut dire quoi? Venez chez moi, mangez ma nourriture, vous serez comme moi. Ça n'a pas de sens. Si tu Non. cuisines sainement, ben, tu es mince. Et la nourriture que tu donnes dans ton restaurant, c'est la même chose. Tu vois, C'est ça. les gens te disent C'est ah ça. ouais, on va se faire un bon restaurant une fois par mois parce que c'est riche. Ben non, un restaurant, tu devrais pouvoir y aller 2 fois par jour, tous les jours, et être en santé. Si ce que tu mangeais était sain. Donc, Oui. ça veut dire que les cuisiniers, les pâtissiers, tout ça, ils ont une responsabilité là-dedans. Oui, sûrement, Voilà. sûrement. Et Mais moi, l'autre malheureusement, jour, c'est le cas. Ouais. je suis allé dans un restaurant avec un copain, là. Pour une fois, ça fait 3 ans que je suis pas allé dans un restaurant. Moi, je suis allé parce qu'on était en tournée pour chercher des vaches. Et bah, je lui ai dit, tu sais, Anthony, non, c'est lui qui me pose la question, tu mangerais de la viande, toi, Pierre? Du beurre? Je dis, ouais, mais le beurre, je l'ai amené avec moi, j'ai amené 100 grammes de beurre
de beurre de Georgiaz. On arrive dans le restaurant, et puis j'ai dit à la petite dame, bah, vous avez bien des œufs chez vous? Bah, vous mettez une dizaine d'œufs, puis c'est bon, ça va m'aller. Je vais me laver les mains, je reviens, et puis elle me dit, Pierre, elle a même pas quatre, je crois qu'elle a que 4 œufs dans le restaurant. 4 œufs. Et puis elle m'a mis de la poitrine de porc fumé, puis voilà, j'ai mangé ça, puis il y a un bout de fromage et je suis parti avec Hum, mon beurre. Tu te rends hum. compte, il n'y a même pas des œufs. Ah, c'est Ah oui, incroyable, hein. Puis oui. encore, c'était Mais des en œufs fait, de chaque 2 heures. catégorie de restaurant a son problème. Moi, dans mon ancienne vie, avant, quand j'étais expert agroalimentaire, je faisais 120 000 km par an en voiture. Donc, je bougeais aussi beaucoup. Donc, je connais les petits restaurants à 12-13 euros, les brasseries, tout ça, je connais bien. Alors, tu vas dans des. Moi, j'ai connu des vieux routiers dans le temps. Alors, ceux-là, ils étaient sur mon agenda. Quand j'allais dans tel coin, j'allais manger à tel endroit. Parce que là, c'était à l'ancienne, il n'y avait pas de frites, il n'y avait pas, tu vois, c'était des plats Ouais, mijotés, ouais. etc. Ça, c'est super rare parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un restaurant routier, mettons à 14-15 euros le plat, si tu mets pas de frites, il n'y a plus personne. Hein. Parce Non, que c'est les ça. gens, c'est steak frites, quelque chose avec des frites, quoi. Tu vois. Il y a tout le temps des frites. Quelle que soit Voilà. la viande, c'est des frites. Et Mais tu as vu c'est les routiers, comment problématique. ils sont obèses, les routiers. Il y a combien qui sont obèses, quel pourcentage qui sont Et ben obèses? voilà, c'est une des populations qui devrait être la plus sensibilisée à ça. Mais il faut arrêter de bouffer les frites, les gars. Voilà. Mais à côté de ça, tu Vraiment. as ces restaurants-là pour trouver ne serait-ce qu'une petite poêlée de légumes, tu vois, haricots verts, carottes, des choses comme ça. Ça se trouve plus parce que personne ne mange de toute façon. Ils vont pas s'amuser à Mais faire des plats que personne ne mange. ils pourraient manger qu'une fois par jour, hein. Ouais, mais c'est compliqué. Il y a un l'œuf et la poule, là. Tu sais pas si c'est le client qui doit changer ou l'œuf, mais bon, il y a quelque chose. Et puis de l'autre côté, tu as la très haute gastronomie. La très haute gastronomie où tu vois, par exemple, Ducasse, qui a été un des pionniers en disant on va retirer la viande de nos assiettes. On va végétaliser. Ouais, c'est ça. Quelle connerie. Tu vois, là, c'est un autre problème aussi. Mm. Avec des desserts riches en sucre, etc. T'as eu Piège aussi, qui a eu cette mode du sang gras. On voit très bien ce que ça donne sur lui. Hein. Mm. Donc, à un moment Bah, tu vois, donné, les grands chefs, il faudra qu'ils se bougent un peu le cul en disant voilà, on va bien réétudier la nutrition et on va fournir à nos clients des menus qui sont adaptés pour la santé. C'est-à-dire que ouais, techniquement, si nos clients ils viennent 2 fois par jour, tous les jours, ils finissent pas obèses. Voilà. ouais, c'est Ça, ça. c'est pas fait. Mais non, puis c'est pas prêt d'être fait. Je crois pas. Tu vois, moi, avant, quand je mangeais beaucoup de glucides, ben, après manger, j'avais le coup de barre tout le temps, hein. Puis quand il faisait chaud, comme on disait chez nous, il y a la sauce qui monte sur le lard parce que tu vois, t'es un peu gras, tu transpires à fond, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand je mange le midi, bah, après, j'ai plus de coup de barre et les gens sont surpris, hein. Ils disent, t'as pas de coup de barre, t'as rien. Si tu arrêtes de manger des glucides, tu verras. Si tu manges un peu comme moi, tu verras, ça sera la même chose pour toi, hein. C'est beau je leur explique, hein. Tu commences avec un peu de légumes et de la viande, et puis des poissons et des œufs, puis après tu peux carrément si tu veux, comme font beaucoup de gens. Puis j'ai plus de coups de barre, hein. C'est incroyable, hein. Ah non, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens veulent pas. Quand tu connais des gens qui passent par cette alimentation-là, qui ont que des améliorations, c'est pas le hasard, hein, c'est pas un hasard. Donc, puis quand on écoute un peu comme toi, comme Boris, tout ça, quand on écoute Ulrich, bah, putain, mais on sait très bien que c'est pas du cinéma et que c'est vrai, donc faut pas hésiter une seconde, faut sauter à pieds joints dedans pour moi. Moi, dès que j'ai vu le mot cétogène, j'ai dit il doit y avoir quelque chose là-dessous. Je suis allé voir, mais tout de suite, j'étais convaincu, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On voit bien, puis Bah, surtout ça en fait effet. sens déjà. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ces portraits keto parce que moi, la science, je la connais, je la possède. Mais la science, personne ne va la lire. Bon, mon Non, c'est sûr. témoignage à moi, bah, c'est bien, mais c'est mon truc, c'est mon histoire. Ok, ça fait 11 ans que je suis en régime cétogène, mais les gens me disent ah ouais, mais toi, tu es exceptionnel. Bon, ok. Ben alors, dans ces cas-là, on va publier maximum de témoignages pour montrer que monsieur et madame tout le monde, des gens riches, des gens pauvres, des gens très éduqués, des gens pas éduqués, des gens de tous les milieux, font un régime cétogène différent, d'autres, certains avec des végétaux, d'autres sans, etc., et atteignent leur but et retrouvent une parfaite santé. Voilà, c'est ça que je voulais C'est ça. faire. Et Mmh. si j'arrive à avoir, je sais pas, 1000 portraits keto, avec une diversité maximale, et ben là, on a la preuve que on peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. C'est ça. Mais les gens qui me disent, hein, t'es un crevable, toi, tu vas faire un centenaire largement. Je dis, mais j'en sais rien du tout d'abord. Et je lui dis, de toute façon, toi aussi, tu pourrais faire un centenaire si tu changeais ta bouffe, hein, si tu arrêtais de manger un tas de cochonneries, hein. Tu changes ton alimentation, tu vois, tes douleurs, là, ça va se passer, hein. Non, non. Bon, bah, c'est bon, continuez, les gars. Je ne sais pas si tu avais vu, tu sais, il y a un influenceur qui est médecin qui s'appelle Dr Shafi. Il avait été au Canada et il avait présenté une femme qui était éleveuse et qui était en régime carnivore depuis 60 ou 65 ans. Ah Et oui. alors, de mémoire, je ne sais plus si elle avait 80 ou 85. Elle est entourée donc de lui et puis d'un homme beaucoup plus jeune à côté. Je ne sais pas si c'est son fils ou bon. Quand tu la regardes, tu lui donnes à peine 60, quoi. Ouais, Tu tu m'avais vois. déjà dit ça. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est énorme parce que tu vois ce qui se passe sur les gens qui ont un régime bas en glucides, clairement Ouais, c'est ça. pro-inflammatoire, pro-oxydant, tout ce que tu veux.
avec les années. Voilà. Moi, ça fait que 11 ans, mais il y a des gens qui ont passé une vie entière en régime cétogène. Ouais, On c'est voit ça. très bien ce qui se passe, quoi. C'est ça. Mais moi j'ai 63 ans à la fin de l'année. Il y a beaucoup de gens qui me donnent 52, 53. Hein. Bon, là, j'ai un peu la barre, mais bon, vas-y, mais tu vois, je suis content quand ils me disent ça. Puis il y en a qui sont honnêtes, hein, ils disent pas ça pour. Mais bon, je leur dis, tu peux essayer hors taxe, hein, parce que c'est plus que ça. Mais non, mais de toute façon, quand l'alimentation va, le corps suit. Ça va mieux. C'est la base de tout. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Enfin bon, voilà quoi. Écoute, je te remercie vraiment pour ce témoignage très utile, très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion, un mot de la fin, encourager les gens qui hésitent encore? Moi, je dirais, faut pas hésiter une seule seconde. Il faut se lancer dedans à pieds joints. C'est l'amélioration de la santé, vraiment assurée, vraiment assurée. C'est vraiment une assurance vie, ça. Enfin, moi, je l'ai testé moi-même. J'en suis rendu compte, hein, parce que depuis que j'ai diminué déjà le sucre, passé en low carb et puis après en cétogène, j'ai perdu à un moment, j'étais à moins 49 kilos. Hein. Donc, Hmm. là, je suis dans du M, dans du M. Alors, tu vois, pour 1m60, 1m86, 7, parce que j'ai rapetissé un petit peu peut-être, et 76, 77 kilos, ça va quoi. Hein, non, non, Tu mon vois, fils m'a dit, tu moi peux j'ai faire une ça. référence parce que je suis pilote de motocross depuis tout jeune. Et quand tu es un pilote de motocross athlétique d'un bon niveau, etc., la taille du pantalon, c'est 30 taille américaine. Ouais, Et là, moi, je suis en 30. Donc ça va. Je suis bien. ouais, mais c'est bien. Non, mais tu vois, et puis c'est pas du cinéma, de toute façon, puis on voit bien. Hein. Bon, quand tu es en visio, c'est différent, mais quand tu vois les gens en deux faces viser, moi, t'as plus jamais de bouton blanc, t'as plus jamais rien. Moi, je vois des gens, ils ont des boutons de l'acné jusqu'à je sais pas quel âge. L'acné pour les ados, ça, c'est un vrai problème. Ah oui, j'en ai vu un ce matin, moi, il était bourré d'acné. Je vois les femmes qui mangent beaucoup de légumes de légumes et de fruits, là. Ils ont des boutons partout, 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 partout. Puis elles grossissent, elles prennent du ventre, tout ça. Et c'est une catastrophe. Hein. Un jour, quand j'étais à bosser dans une ferme, il y avait un inséminateur qui se pointe là, que je connais bien, et il me dit, parce qu'il a dit, mais t'as maigri, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui ai rapidement expliqué. Il me dit, bah, j'ai trois copines qui travaillent à l'hôpital dans la ville à côté, là. Il me dit, il y a trois nanas qui sont là, bah, elles sont véganes, mais elles sont en train de se faire perfuser parce qu'elles sont en manque de fer. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Hein. Là, ça coûte des. Ils sont en train de se détruire la santé, puis nous, il n'y aura pas besoin d'aller à l'hôpital si elles mangeaient normalement. C'est incroyable. Hein. Quand j'ai été invité à l'Académie de médecine de Paris par le professeur Perlmutter pour parler du régime cétogène, il y a un professeur de médecine qui a parlé juste avant moi et il a Ouais. dit qu'aujourd'hui, son activité principale, c'était de remonter en fer les adolescentes. Et il a dit, Ouais. il a parlé en fait que l'ingrédient numéro 1 qu'il conseille à tout le monde, en particulier, c'était le boudin. Ouais. Voilà, on en arrive. On a des gamines de 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, qui ont souvent adopté un mode très pauvre en produits animaux, voire vegan, qui Oui, se c'est ça. retrouvent à avoir des niveaux de fer. Et encore, on parle que du fer, mais on pourrait parler du cuivre, on pourrait parler de plein de choses derrière, avec des niveaux tellement bas qu'ils sont obligés de se faire perfuser. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça ça. le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a des gens qui me demandent, comment tu fais la vitamine? Tu prends de la vitamine C l'hiver parce que tu ne vois plus enrhumé. Je dis, non, moi, je mange de la viande tous les jours. Ouais. Si tu manges 100 grammes de viande, tu es couvert en vitamine C pour la journée. Non, non, il ne croit pas, il n'y a pas de vitamine C. Oui, mais le problème de la vitamine C, en fait, c'est que c'est une vitamine contextuelle. C'est-à-dire que plus tu manges de glucides, plus tu as besoin de vitamine C. Parce qu'en fait, la vitamine C, l'acide ascorbique, est en concurrence avec le glucose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que Donc, je disais aux médecins. mais même des médecins ne le savent pas, ça, même des nutritionnistes ne le savent pas. Hein. À partir du moment où tu retires le glucose, les glucides de l'alimentation, les besoins en vitamine C sont extrêmement bas. Alors, premièrement, on le sait scientifiquement. Deuxièmement, on le sait par l'expérience que des gens qui sont en carnivore strict depuis des décennies, il n'y a aucun signe de carence en vitamine C. Aucun. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, c'est ça. Et pour faire simple, ça a été réétudié. On sait que les apports appropriés sur un régime carnivore, on est de l'ordre de 8 à 12 mg par jour. Ouais. Et cette dose de vitamine C, elle est dans les produits animaux, dans la viande musculaire et puis beaucoup plus dans certains organes. Donc, si tu manges de la viande d'organe, tu en as encore plus, ce qui est largement suffisant. On n'a pas de problème de scorbut, on n'a aucun problème de ce côté-là grâce à un régime carnivore sans supplément de vitamine C. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, je vois bien. Je vois bien. C'est avant tous les hivers, j'étais enrhumé. Je me chopais une angine ou deux, à peu près régulièrement, parce que je travaillais souvent en courant d'air. Dans les pieds des vaches, dans les bouts des bâtiments, on était toujours en moitié en courant d'air. J'avais toujours au moins une angine, voire deux. Puis des mal de gorge, des rhumes, du nez qui coulait. Ben là, depuis 3 ans, j'ai plus rien du tout. Mais rien, hein. Mm. Rien, rien.
Et ça, c'est la clé. La clé, c'est le triptyque. Bon, la vitamine D, elle est centrale. Si tu as une vitamine D dans les joues, tu seras malade. Et puis les glucides derrière. Les glucides, en fait, quand tu les retires, bah, tu fous juste la paix à ton système immunitaire. Les globules blancs, l'activité des globules blancs est directement entravée par les glucides. Plus tu manges des glucides, plus tu les fractionnes dans ta journée et plus tu sapes tes défenses immunitaires. Donc déjà, quand tu retires les glucides, premier point. Deuxième point, la vitamine D. La vitamine D marche aussi avec le magnésium, donc c'est bien d'apporter les deux. Et là, tu es tranquille. Tu es parfaitement opérationnel. Je vois bien, c'est incroyable. Et la vitamine C ne sert à rien en prévention des rhumes hivernaux, etc. Moi, ça fait depuis 2013, avant, comme toi, tous les hivers, une grippe, un rhume, un mal de gorge, le nez qui coule, enfin, c'était normal avec l'hiver. Depuis 2013, c'est terminé. C'est fini. Quand je vois les gens qui mangent des kiwis, des oranges pour avoir de la vitamine C. Ça sert à rien. Je sais bien. Mais bon, on dit ça, rien, ça alimente même le problème. Ça alimente le problème. Oui, c'est ça, je sais. Non, mais c'est incroyable. Si vous voulez être malade l'hiver, mangez des oranges. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans notre alimentation qu'on a tous les deux, là, et d'autres d'ailleurs, comme ils croient en rien, de toute façon, c'est le hasard. C'est le hasard que tu es en forme. Non, non. De toute façon, moi, je compare toujours les humains avec les animaux, les vaches. Donc, de toute façon, c'est la même chose. C'est comme je dis des fois aux gens, je dis, mais vous êtes tout le temps en train de vous couvrir, vous avez toujours froid, mais je dis, regardons les forains et les manouches qui sont dehors, ils sont jamais malades, ces gens-là. Ils sont pas souvent malades. Ben, j'ai dit, les petits veaux, là, si tu les laisses dehors dans les cabanes, s'ils sont à l'abri des courants d'air, et puis des courants d'air, mais ils vont pas attraper froid, ils vont pas être malades, hein. C'est bon, tu donnes du lait, il va grossir, et puis c'est fini, quoi. Ils rigolent, mais c'est pourtant la vérité, hein, c'est comme ça, hein. Parce qu'un être humain, c'est un être humain, un animal, c'est un animal, mais le fonctionnement de l'animal ou de l'être humain, il est le même. Oui, c'est de la biologie, c'est la même chose. Oui, bien exactement, sûr. exactement. Il y a une microbiote chez la vache, il y a une microbiote chez nous. Le sol, il y a une microbiote aussi, hein, de toute façon, donc tout marche comme ça, hein, mais non. Et, enfin, voilà. Voilà. On fait ce qu'on peut. On amène notre pierre à l'édifice, toi et moi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et je me rends bien compte quand même dans les témoignages qui ont été faits avec toi, qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à en emmener quelques-uns dans leur famille un petit peu, mais en général, tu sais, quand on emmène un, deux, c'est bien, quoi. Après, ça fait des petits, quoi, mais bon, c'est difficile, quoi, hein. Ça dépend du contexte, ça dépend les gens, comment ils ont été élevés, ça dépend de leur passé familial, la nourriture qu'ils ont l'habitude de manger, les pathologies dont ils sont atteints, etc. Il y a des gens, si tu veux, un diabète de type 2, bah, c'est pas grave pour eux, ils le font comme ça. Puis il y a des gens, quand on commence à leur dire cancer, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, des choses comme ça, là, attention, électrochoc, on essaie de changer les choses. Souvent un peu tard, mais on essaie de changer les choses. Donc ça dépend des contextes. Et moi, quand je suis en réunion de famille avec mes enfants, ce week-end, j'étais au 30 ans de ma fille, ben, j'emmène ma viande, hein. J'emmène ma viande tout le temps, hein. Et puis je mange un petit peu plus de viande ce jour-là, du fromage un petit chouïa de plus, mais j'emmène toujours ma viande. Et puis ils sont surpris de me voir manger de la viande comme ça, quoi. Ouais, j'emmène tout. Je vais manger ma viande. Je dis souvent aux gens, quand vous êtes invités, etc., souvent le point qui va être problématique, c'est le dessert. Donc, amener un dessert cétogène. Toi, c'est encore mieux, tu amènes la viande pour tout le monde. Donc, comme ça, c'est réglé. Oui, j'amène de la viande. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je suis allé bosser un peu chez ma fille, là, j'ai emmené des rôtis, enfin j'ai tout emmené, j'ai emmené tout ce qu'il fallait, quoi. Puis de la bonne viande, quoi, des vaches à l'herbe, tout ça, hein. Donc, de toute façon, ils se sont pas trompés, ils ont bien vu qu'elle était bonne, hein. Donc, puis, forcément, j'aime dire, voilà, c'est toi qui le fais cuire, le rôti. Bon, j'ai rien à faire cuire, hein, je sais que moi, j'ai mon autre fille qui est cuisinière, donc je lui posais pas des questions. Bon, il est bien saignant, quoi, tu vois, donc, et pour faire manger de la viande saignante aux gens, c'est pas facile non plus. Moi, j'ai vu manger du foie une fois dans une ferme, ils m'en ont prêté, ils m'ont donné un petit bout, hein, ou une pièce de 5 francs dans le temps. Immangeable, c'était une vraie semelle, hein. Beaucoup trop cuit, Ouais. ça valait plus rien, quoi. Ça n'a plus aucune valeur, hein. En France, c'est relativement bien respecté quand même, tu vois, entre le bleu, saignant, à point, tout ça. Aux États-Unis, beaucoup moins. C'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'habitude de surcuire les choses. Et moi, quand je vais au restaurant et que je prends un ribeye steak, un entrecôte, par exemple, je la demande bleue pour l'avoir saignante. Et en dessous bleu, ils sont même pas capables de faire, tu vois, pour eux. C'est dommage. Voilà. C'est dommage. Et souvent, même les grosses viandes, tu vois, des morceaux bien épais qui font 6-7 cm d'épais, souvent, ils sont. Si tu les demandes à point, par exemple, c'est de la semelle. Voilà. Ah oui. Alors J'en avais que mangé aux États-Unis des gros pavés, là. si tu veux saignant, il faut demander. Si tu veux saignant, il faut demander bleu aux États-Unis. Un cran en dessous, quoi. C'est ce que j'avais fait. Elle était tendre. C'est de la viande sur du hormoné que j'avais mangé ce jour-là, mais elle était bonne. Ouais. Et aussi, ce que je fais quand je prends ma viande qui est sous vide, là, ben il y a du sang dedans un peu. Je verse dans mon assiette et puis j'avale tout. Moi, je mange tout. Tout le sang. Ben, c'est un goût à moitié sucré, je sais pas comment, là. C'est bon, hein. Moi, j'aime bien. Ah oui. J'aurais jamais pensé ça il y a 4 ans, manger de la viande crue et puis manger
des trucs comme ça. Ouais. Et ne plus manger 2 kilos de miel par mois. Ah bah non, c'est fini, ça. C'est terminé. Voilà. Ah oui, c'est pas un mythe, hein, c'est la vérité, hein, je te jure, hein, c'est incroyable. Hein. De toute façon, oui, un pot, ça faisait 2 semaines, donc c'est ça. Hein, je me trompe pas. Hein. Puis des fois, je pensais par là, j'avalais. Hein. Puis plus t'en avalais, Ouais. plus tu voulais en avaler. Je te Vraiment. félicite sincèrement pour ton résultat. Tu es un modèle. Bravo. Tu as retrouvé ta santé grâce à un changement radical, cétogène, maintenant céto-carnivore. Tu es bien là-dedans. Et je te félicite vraiment. Puis si des gens de ta famille voient ces témoignages, je les invite aussi à regarder ton exemple parce que pour moi, il est emblématique de ce qu'on peut faire grâce au régime cétogène. Là, c'est Boris qui m'en a parlé l'autre fois. J'ai dit, tiens, quand j'ai reçu ton mail l'autre matin, j'ai dit, j'aurais écrit à lui, je vais y aller. Je vais y aller, puis c'est bon. Mais non, je suis vraiment content. Puis j'incite vraiment les gens à se lancer, même ne serait-ce qu'un mois, 2 mois, 3 mois, mais si ça Tout va à plus, fait. ils arrêtent. En général, les gens, quand ils commencent, ils n'arrêtent plus. Après, c'est fini, ils sont partis. Quoi. Ils peuvent commencer par le régime cétogène, après, c'est tout carnivore s'ils veulent, et puis voilà. Oui, De toute façon, quand ils vont voir les améliorations qu'il y a en très peu de temps, ils vont continuer. Hein, la santé, tout à fait. quand tu as la santé, tu continues. Hein, voilà, tu Exactement. sais. C'est pour ça que je dis souvent, autour de 2-3 mois, c'est bien. Fixez-vous un objectif de 2-3 mois. En apprenant bien avant, pour ne pas perdre de temps pendant, vous apprenez bien tout ce qu'il y a à faire, les aliments, les ingrédients, où se trouvent les glucides, etc. Vous vous lancez, vous vous donnez 2-3 mois et vous faites un bilan au bout des 2-3 mois. Là, vous C'est saurez. ça. Mais de toute façon, le bilan est vite fait. Hein. Ils s'en rendent compte très rapidement. Déjà, le premier mois, il y a des choses, et puis après, c'est fini, ça y va. Puis après, tu dis, bordel, ça va bien. Oui, si, c'est normal. Quoi. De toute façon, quand tu perds 40 ou 50 kilos, ou même 30 kilos, ta pression sur les genoux, sur le dos, sur partout, et puis la même chose. Hein. Moi, je voyais bien, à la fin, quand je faisais 120 kilos, j'avais du mal à mettre mes lacets. Alors, tu vois, donc maintenant, alors que c'est fini, hein, je me plie en deux comme il faut. Hein. Donc, puis, de toute façon, avec le métier que je fais, si j'étais pas en forme, ça serait fini, je serais en retraite. Hein, je devrais arrêter. Bah, c'est ce Non, que font beaucoup de gens, des retraites prématurées, parce que physiquement, ça ne va plus. Quoi. Donc, oui. c'est ça. C'est ça. Mais ouais, ils sont sédentaires, les gens. En plus, ils bougent pas, ils restent chez eux, ils sont devant la télé, devant le canapé, devant l'ordinateur. Ça ne fait pas tous. Hein. Il faut aller se promener, il faut aller marcher, il faut aller courir, il faut faire du vélo, Mm. il faut manger bien, surtout. Mm. Faut pas croire faire du sport parce que tu vas maigrir en faisant du sport. C'est pas ça, c'est la bouffe. Il faut Non, commencer par la bouffe. non, le sport, j'arrête pas de le dire, ça, je vais le répéter une dernière fois. Hein. Le sport ne fait pas mincir. Non, ça Pour c'est la bonne et sûr. simple raison que quand vous êtes dans un régime riche en glucides, vous faites du sport autant que vous voulez. Hein. On s'en fout de la distance, on s'en fout du nombre d'heures. Vous allez brûler du sucre. Oui, c'est Vous ça. allez avoir plus faim. Le soir, vous allez plus manger, plus de sucre, et jamais vous avez accès à votre stock de graisse corporelle. Non, c'est ça. Oui, je sais, je Donc, comprends bien s'il n'y ça. a pas une intervention, tu vois, quand on regarde des grandes études qui ont été faites sur le sport et la perte de poids, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une réussite sur la perte de poids et le sport, c'est parce que les gens ont aussi fait un changement alimentaire. Mais si tu ne fais aucun changement alimentaire, le sport ne fait pas mincir. Non, c'est ça. On est Voilà. bien d'accord. Ouais, on est bien Voilà. d'accord. Donc, c'est la clé. Après, c'est clair que quand on passe en keto, qu'on devient un brûleur de gras, si on rajoute plus d'activité physique là-dessus, bah là, c'est génial. Parce on vient vider ses stocks de graisse corporelle. Voilà. Ouais, oui, moi, je me suis rendu compte. Hein. Je m'en suis vraiment rendu compte. Et puis, tu dis, je transpire pas, je dois pas perdre, mais non, quand on est en cétogène, on voit bien qu'on transpire beaucoup moins qu'avant. Avant, j'avais tout le temps le front trempé, hein, dès qu'il y avait du soleil. Alors, Bon, là, tiens, je vais te poser une question, parce que beaucoup de gens ne le savent pas non plus. C'est que la majorité des nutritionnistes qui ont été interrogés, et j'ai l'étude scientifique qui prouve ce que je viens de dire, qui prouve que la majorité des nutritionnistes sont des ânes. On pose cette question. Où part la graisse corporelle perdue quand on perd du poids par rapport au régime alimentaire, sport, enfin on s'en fout. Quand vous perdez du poids, où va la graisse corporelle? Ah, je vais te raconter une connerie, mais tu l'as déjà posé cette question-là et je ne me rappelle plus. Je vais te prendre avec toi, je ne me rappelle plus, mais tu l'as Alors, tu déjà as, posé. des gens qui vont te dire bah, c'est dans les selles. Tu as des gens qui vont te dire c'est dans les urines. Tu as des gens qui vont te dire c'est par la transpiration. Mais non. Quand on consomme de l'énergie et qu'on perd de la graisse corporelle, c'est par la bouche, on exhale du carbone. La perte Ah, de mais c'est poids ça. se fait ici. En plus, alors après, il y a tout un tas de transformations, on crée de l'eau métabolique, etc. On ne va pas rentrer en détail. 80%, c'est du carbone exhalé. D'accord. Voilà. Point barre. Tu sais, rien ne se perd, tout se transforme. Eh ben, le carbone qui est séquestré sous forme de graisse corporelle, il est transformé, utilisé en substrat énergétique et il termine en carbone exhalé. Point. Voilà. Ouais, Donc c'est par l'air, en fait, qu'on perd notre poids. ouais, mais ça, personne ne sait. Hein.
Comme tu dis, Ben, même les il y a eu médecins. une étude qui a été faite. Ils ont posé la question à des médecins, des diététiciens, etc. Et en fait, la population qu'ils savaient le moins, c'était les diététiciens. Ce qui est curieux parce que c'est leur métier quand même. Bah, tu vois, la preuve. C'est comme les médecins. Certains, parce qu'il y en a des bons, mais quelques bons, mais ils sont loin loin. Hmm. Voilà. Bon, là, c'est très bien. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Je te remercie sincèrement pour ton temps, pour ce précieux témoignage, pour ton engagement à la fois vers la santé, mais aussi dans la production d'animaux parfaitement heureux, en santé, au pâturage, pour faire une viande de très belle qualité. Je te félicite vraiment parce que c'est un projet de vie. Donc, bravo. Ouais, ça va aller au bout. Normalement, quand j'ai quelque chose dans la tête, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Puis là, j'essaie vraiment y aller. C'est sûr. C'est sûr, ça avance. De toute façon. Il y a des animaux qui sont déjà arrivés, qui sont à l'herbe. C'est bien parti. Hein. Après, faut acheter au fur et à mesure des jeunes pour les engraisser, et puis c'est tout. Voilà. C'est une volonté, mais quand c'est dehors avec une bonne clôture, c'est pas de boulot. Hein. T'as la joie d'aller les voir tous les jours tranquillement. Quand ils tombent de l'eau, comme en ce moment en France, pas mal, c'est plus emmerdant. Mais enfin, c'est pas grave. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, tiens, en parlant de ça, hier, il tombait beaucoup d'eau. J'étais voir les vaches, les bœufs dans le champ. J'avais un t-shirt, et puis j'étais comme ça dehors. Et puis, alors qu'auparavant, j'aurais été enrhumé, c'est sûr, mais là, rien du tout. J'ai rien. Tu vois, c'est sur toute la ligne. Quoi. Tu vas voir tes vaches qui sont en bonne santé, qui mangent que d'herbe, et ils te donnent de la nourriture. Il faut en prendre soin, ces animaux-là, parce que c'est jamais agréable de tuer les bovins, c'est jamais agréable, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je veux les emmener jusqu'à l'abattoir tranquillement pour qu'ils soient pas chahutés, pas stressés, et la viande sera d'autant meilleure. Voilà. Bravo, sincèrement. Je te Ben, remercie merci. beaucoup pour ton témoignage. Ben, moi, je suis content, vraiment, parce que j'avais peur que ça se passe. Tu vois, c'est pas toujours facile, même si on a dit des choses dans le désordre, mais non, je suis vraiment content d'avoir témoigné. Si ça peut aider quelques personnes, tant mieux. Tant mieux. Tu feras partie de la longue expérience francophone du régime cétogène. Tu as mis toi pierre à l'édifice. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Chacun trouve dans le témoignage d'une autre personne soit un mode de vie qui correspond, soit des objectifs qui correspondent aux gens, etc. Et c'est important qu'il y ait le plus de gens qui témoignent possible avec la plus grande diversité possible de profils pour voir que c'est pour tout le monde, à tous les âges, pour tous les objectifs, pour toutes les bourses, et que c'est facile et que c'est un vrai mode de vie durable et normal pour l'être humain. Ce qui est dingue, c'est que ça, quand tu es carnivore, moi en plus, vrai carnivore, je veux dire, tu n'as pas de cuisine à faire, tu n'as rien, t'arrives, 5 minutes après, tu peux être en train de manger dans ton assiette, c'est pas de souci, quoi. Mais tu sais, tu as beaucoup de gens qui arrivent sur le régime cétogène avec vraiment une passion pour cuisiner. Et eux, ils gardent un régime cétogène omnivore avec une grande diversité, beaucoup de plats cuisinés, etc. Parce que c'est leur passion, ils aiment cuisiner. Ouais, ça se Et puis, tu respecte. as des gens, ils n'ont pas de temps. Tu as des gens, ils sont très Moi, pris par leur métier, ils détestent cuisiner, ils ne savent pas cuisiner, ils ne veulent pas cuisiner. Et donc, c'est vrai que l'approche carnivore, bah, c'est beaucoup plus simple pour eux et ils s'y retrouvent beaucoup plus. Tu vois, ça dépend des gens. L'important, c'est vraiment que ça soit vécu sans frustration, durablement. Mais il n'y a pas un seul régime cétogène, il n'y a pas un régime céto-carnivore. On peut l'adapter selon le mode de vie de chacun. Il y en a sur 3 repas, d'autres sur un. Il y a plein de choses à faire pour que ça corresponde parfaitement à votre mode de vie. Voilà, c'est tout. ouais, c'est ça. Ouais, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Moi, ça me convient très bien. Et j'y serai pour longtemps. Encore, c'est sûr. Parfait. Je te remercie encore sincèrement pour ton temps. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt pour parler de ton élevage ou tes années en régime céto-carnivore. On ne sait jamais, oui. Tout à fait. Merci, Merci Ulrich. beaucoup. Merci. Bye bye.